Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission sport. Non Fred, pas besoin de faire de grands gestes. Bon, moi j'ai le casque, j'entends que d'une oreille, donc ça y est, c'est la surdité qui arrive, je crois. Non, bon, bienvenue dans votre émission Soyons Sport, de 18h à 19h30 sur Radio Shalom Besançon ou sur le www.radioshalombesançon.com. Vous pouvez nous retrouver également. Bonsoir Seb, bonsoir Fred, ça va bien, froidement? Bonsoir Fred, bonsoir à tous également. Et oui, il fait froid en Franche-Comté et c'est pas fini. On annonce même de la neige cette semaine. Donc, on va s'amuser sur les routes. Ça va être sympa. Non, c'est sympa la neige. Ah oui, il y en a déjà dans le haut, donc elle va arriver du côté de la capitale comtoise. Bon, alors dans cette émission, bien sûr, on va revenir un petit peu sur la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions et l'Europa League. On va vous donner les résultats donc, que vous connaissez déjà, qui ont eu lieu la semaine dernière, avec les clubs français également. On va parler de la Ligue 1, car il y avait une journée de Ligue 1. On va revenir sur la journée de Ligue 2. On parlera du Football Club Sochaux-Montbéliard avec la défaite du côté de Brest 1-0. On va également revenir, on va ouvrir le dossier. Donc n'hésitez pas à venir vous exprimer en direct au 03 81 50 67 51 dès qu'on parlera de la Ligue 2, car on va faire un dossier, un gros dossier sur le FC Sochaux-Montbéliard avec bien sûr l'actionnaire majoritaire. Alors va-t-il vendre, va-t-il pas vendre? On en saura plus, bien évidemment. Enfin, on en saura plus. Non, on n'en saura pas plus ce soir. On n'a pas plus d'infos que ça. Mais justement, je voudrais avoir justement vos avis. Venez vous exprimer sur la situation de l'actionnaire. Ça serait assez sympathique et je pense qu'on va passer un bon moment. Venez spéculer sur l'adversaire, sur l'actionnaire. C'est ça. Venez avec des yens. Hein. On prend tout. On rachète le club. On pourrait monter un truc de socios aussi, non? Hein, ça pourrait être sympa. Et dans la deuxième partie, on a Fred Fitch, on l'a mis au travail. Hein, il va nous faire un petit résumé des rencontres du week-end. Bon, même s'il y en a eu un peu moins. Il y a eu quelques reports à cause des intempéries. Non, oui, c'est vrai. Besançon avec appui Pontarlier pour la neige. C'est vrai qu'il y a eu peu de matchs. Il y a eu le Clémenceau-Besançon Saint-Vite qu'on est allé suivre samedi soir. Et puis on vous en dira plus sur tous les résultats. Allez, on commence par la Ligue des Champions. Allez, avec le petit jingle qui va bien. C'est vrai qu'on pouvait pas démarrer sans un petit peu de la musique quand même. Alors il y a juste quelque chose que j'ai oublié de préciser. Donc, je voudrais quand même dédier cette émission à Merwan, vous savez, ce jeune footballeur de l'US Sochaux qui nous a quittés tragiquement sur un terrain de futsal du côté de Beaucourt. Donc on adresse bien sûr nos plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de ce jeune joueur et également à l'US Sochaux. Et puis un petit dédicace aussi à mon pote Gilou qui doit nous regarder depuis là-haut. Allez, on enchaîne sur la Ligue des Champions, même si c'est dur d'enchaîner après toutes ces tristes nouvelles. On part dans le groupe A. Il y avait plusieurs matchs avec le CSKA Moscou qui a battu le Benfica Lisbonne 2-0 et le FC Bâle qui a créé la surprise en battant Manchester United 1-0. Au classement, Manchester est premier avec 12 points, deuxième Bâle 9 points. En troisième position, on a le CSKA Moscou 9 points et Benfica Lisbonne 1 bulle, 0. Ouais, ça va pas très fort pour le football portugais. Non, pourtant ils ont connu... C'est quasiment fait pour les Mancuniens de la qualification. Oui, c'est quasiment fait là. Allez, dans le groupe B, c'est le groupe du Paris Saint-Germain avec le Bayern Munich qui est allé s'imposer du côté d'Anderlecht 2-1. Et le Paris Saint-Germain qui, lui, s'est imposé 7-1 face au Celtic Glasgow, malgré l'ouverture du score de Dembélé, d'ailleurs un joueur qui a été formé à Paris et qui a ouvert le score de belle façon. Mais ensuite, Paris a déroulé sereinement, ils sont revenus tranquillement. Et puis, ils ont un trio d'attaque magnifique, Neymar, Mbappé, Cavani. Ça fait mal dès que ça accélère devant, c'est compliqué. Et on parle déjà de Fellaini pour l'année prochaine, peut-être, un contrat de 4 ans. Donc imaginez un peu le milieu de terrain parisien. Je pense que ça va être énorme, tout simplement. Même peut-être des mercato, puisque... oui, peut-être des mercato. C'est pour, sinon, il partirait libre en juillet prochain. Donc pour récupérer un peu de sous sur la vente, il pourrait le laisser dès cet hiver, Manchester. C'est ça, et Paris a le droit de recruter. C'est l'UEFA qui l'a annoncé récemment. Donc ça va être sympa. Alors premier Paris Saint-Germain à 15 points qualifié. Deuxième Bayern Munich 12 points. Troisième le Celtic Glasgow 3 points. Et Anderlecht la bulle.
Comment ? Bayern est qualifié. Oui, le Bayern est Le prochain qualifié. match, c'est Bayern-PSG. Oui, là, je pense qu'ils sont qualifiés largement, là, je crois. Ça a été compliqué contre Anderlecht quand même. Oui, ça a été En voyant compliqué pour le résumé, Bayern. Oui. Ils ont eu du mal. Oui, non, c'est vrai que ça a été compliqué. Puis ils ont perdu ce week-end, le Bayern. C'est pas une grosse saison pour le moment. Non, c'est vrai que c'est pas terrible pour le Bayern. Et justement, le prochain match, ça sera Bayern Munich-PSG. Ça va être assez sympa. On aurait peut-être pu écouter les réactions des joueurs parisiens d'ailleurs. On va écouter la réaction de Verratti, Rabiot et Silva dans l'ordre, après PSG Celtic. Non, oui, sûrement, ça me fait plaisir, mais la chose plus importante, c'était de gagner aujourd'hui. Et gagnant comme ça, avec beaucoup de buts, et surtout avec le but de l'attaquant, il faut vraiment un grand travail. Je suis toujours content quand ils marquent eux, parce que principalement c'est leur travail. Après, nous, on cherche d'être aussi décisif. Aussi Daniel a fait un grand but. Je pense que c'était une bonne saison, c'était un bon match. Content de la façon dans laquelle on a gagné ce soir. On a pris un but, mais on n'a pas douté. C'est ça le plus important. C'est quelque chose en plus qu'on avait vu en vidéo. Puis arrêter sur corner comme ça, quelque chose qui travaille, souvent quelques tactiques. Et on prend un but comme ça, donc c'est un peu dommage, mais après on s'est rapidement mis dedans et puis on a joué notre football. Et puis dès qu'on a marqué le premier, nous, on a déroulé ensuite. Oui, c'est magnifique, mais c'est à cause de travailler ensemble. Je crois que les joueurs ils sont très motivés pour continuer à faire ça, de jouer chaque match avec sa intensité qu'on a joué aujourd'hui. Jusqu'à la dernière minute, on était là pour essayer de marquer l'ultime. Et c'est comme ça qu'on respecte l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on doit continuer jusqu'au bout parce que la saison elle est très longue encore. Ben oui, la saison, elle est très longue. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain a une force de frappe exceptionnelle. Et c'est vrai que quand on voit jouer cette équipe, on se régale tout simplement. Oui, puis ce qui change un petit peu tout là depuis quelques matchs, c'est le milieu qui est de retour quand même. Oui. Avec Rabiot qui a bien pris la place de Mota et qui a l'air de prendre du plaisir. On l'a vu notamment sur le match d'hier. Il avait l'air de prendre du plaisir parce qu'il peut aussi monter finalement. Il se contente pas juste d'être une sentinelle. Verratti qui est de mieux en mieux de match en match. Il revient, c'est bien. C'était poussif en début de saison, mais là il délivre encore des caviars. Hier encore, il en lâche quelques-uns. Ça fait mal. Et puis Draxler, qui est quand même une super bonne surprise. Il a une technique de folie, mais il surjoue pas non plus. Et puis il est tout jeune. Voilà, puis il est à l'aise dans ce rôle. Moi, je pensais vraiment que ça allait être le joueur dont on sait qu'il est hyper talentueux, mais qui allait peut-être un petit peu se perdre à un moment ou à un autre, un petit peu comme un Memphis Depay qui finalement arrive à faire quelque chose. Mais voilà, je me disais, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas de prendre Draxler ? On verra bien. Bon, a priori, ils ont quand même plutôt bien fait. Bah oui, ils ont bien fait. C'est un très très bon joueur, ce Julian Draxler. Allez, on passe dans le groupe C. Donc, comme on vous le disait, Chelsea est allé battre Karabakh. L'Atlético Madrid qui a battu l'AS Rome 2-0. Et au classement, Chelsea est premier avec 10 points. Deuxième, l'AS Rome 8 points. Troisième, l'Atlético Madrid 6 points. Donc très serré. Et troisième, Karabakh qui lui est d'orge déjà éliminé avec 2 points. L'Atlético qui est de mieux en mieux, par contre. Oui, ils se réveillent. Ça y est, ils reviennent. Ils reviennent avec Griezmann, le duo Griezmann-Kevin Gamero qui a encore planté ce week-end. Enfin, ils plantent des buts et ils s'offrent des buts. Ouais, ils ont fait 2 doublés en se faisant des passes, les GG. C'est ça, les GG. Allez, dans le groupe D, la Juventus Turin et Barcelone avaient fait 0 partout. Le Sporting Lisbonne avait battu l'Olympiakos 3-1. Barcelone est premier avec 11 points. La Juve est deuxième avec 8 points. Le Sporting Lisbonne, troisième avec 7 points. Donc il va y avoir des enjeux dans cette dernière journée. Et l'Olympiakos est quatrième avec un petit point. La Juve qui n'est pas impériale cette année quand même. Non, moins que les autres. C'est possible. On sent qu'ils ont perdu des joueurs. Allez, dans le groupe E, le Spartak Moscou et Maribor font un but partout. Et le grand match, le FC Séville face à Liverpool. Donc le FC Séville de Sébastien Corchia a fait match nul, 3 buts partout face à Liverpool. Si vous avez suivi ce match, moi j'ai suivi, c'était vraiment un superbe match. Et premier Liverpool avec 9 points, deuxième Séville 8 points, troisième Moscou avec 6 points et quatrième Maribor déjà éliminé avec 2 points. Dans le groupe F, Manchester City a battu le Feyenoord Rotterdam 1-0. Naples et Shakhtar Donetsk, c'est Naples qui s'impose 3-0. Premier Manchester City 15 points, deuxième le Shakhtar Donetsk 9 points, troisième Naples 6 points et le Feyenoord Rotterdam, la bulle 0 points. Là, il y a 2 belles équipes aussi. Avec Manchester City et avec Naples, c'est pas mal. Oui, comme on le disait avec Pep Guardiola, lui, il invente des systèmes et c'est toujours... on voit cette équipe de Manchester City qui est très très agréable à voir jouer également. Donc, moi, je pense pour une finale Manchester City-PSG, je le dis déjà. Allez,
On prend les Bon, c'est paris. qu'au mois de mai, hein, on attend. Oui, mais moi je prends les paris. Ah, bah, il faut se mouiller un peu. Faudrait pas qu'ils tombent Faut l'un se contre mouiller. l'autre avant, quoi. Ça serait dommage. Moi, je verrais bien la Juve. C'est ça. Non, le Barça contre le PSG en finale, peut-être. Ah non, moi le Barça, je suis sûr et certain qu'il y a un moment où ils vont s'écrouler. Oui. Ils ont pas assez de bancs. Et on l'a déjà vu sur d'autres années où ils étaient très très forts à cette période. Et après, ils se sont un peu écroulés. Il suffit que Messi soit en méforme ou quelque chose comme ça. Bah, c'est Messi qui débloque, quoi, hein, qui arrive à débloquer Ouais. le compteur. Donc s'il est en méforme, ben, après à Barcelone, il n'y a plus grand monde. Il y avait Neymar, mais Neymar n'est plus Ouais. là. Neymar est à Paris. Même si hier, ils se font un peu voler quand même. Hein. Ouais, aussi, mais bon. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas la goal line hein, Non. en Espagne. Non, Ils non. vont maintenant, ils vont peut-être la mettre. Ouais. Allez, dans le groupe G, Besiktas Istanbul a fait match nul, un but partout avec le FC Porto. Et Monaco, lui, s'est fait battre par Leipzig, 4-1. Bon, une raclée hein, pour Monaco, là, Monaco franchement. qui a été éliminé de toute compétition Oui, en européenne, plus, hein. ils n'ont même pas réussi à se qualifier pour l'Europa League. Non, c'est bien, mais je crois que voilà, l'actionnaire du club monégasque, va falloir qu'il fasse quelque chose. Hein, c'est ça, hein, quand on a perdu ses meilleurs joueurs, hein, forcément, c'est plus compliqué la saison d'après. Et c'est le cas pour Monaco. Mais bon, depuis 2-3 matchs en Ligue des Champions, on voit que les joueurs ne sont plus là. Je sais pas. Je sais pas où ils sont. Après, entre la vente des joueurs cet été et puis la vente de son tableau là, il y a quelques semaines, il peut racheter le PSG au mercato d'hiver. Hein. C'est vrai. Il va peut-être le faire, hein, parce que je pense que le prince, Peut-être. Ouais. le prince Albert- Albert, il va pas être content. Ouais, il tirait un peu la gueule Oui, hein, je hier. pense hein. qu'il va commencer à grincer des dents parce Ouais. que voilà, on parle quand même du rocher, là, donc c'est important également. Allez, Besiktas premier avec 11 points, Porto deuxième et Leipzig deuxième et troisième avec 7 points et Monaco, comme on l'a dit, éliminé toute compétition avec 2 points. Allez, dans le groupe H, l'Hapoel Nicosie, lui s'est fait étrier sur son terrain face au Real Madrid 6-0 et Tottenham est allé battre le Borussia Dortmund 2-1 au classement. Tottenham premier avec 13 points, deuxième le Real avec 10 points, troisième Dortmund avec 2 points, quatrième l'Hapoel Nicosie avec 2 petits On points. voit que le Real va mieux en Coupe d'Europe qu'en championnat, on peut dire. Oui. Puis en championnat, ils ont des points de retard, mais bon, après, c'est comme ça, toutes les équipes Mais quand on a- peuvent marquer le pas à un Devant moment donné. l'Impérial barcelonais. Oui, après, c'est un peu plus compliqué pour le Real de Zidane cette saison. Ouais, ça arrive. Franchement, si on prend les autres années, on a un peu l'impression que le Real et le Barça marchent sur le championnat de bout en bout, mais Bon, ça fait des années. Hein. mais c'est quand même, ouais, mais C'est dur. c'est quand même très souvent qu'il y a une petite période de creux pour l'un pour l'autre et que finalement ça se rééquilibre sur la fin. Mais ils arrivent toujours ouais. à faire Voilà. gagner le championnat, quoi. Même quand ils sont donc c'est chacun leur tour. peut-être pas complètement fini pour le Real. Ça va être très compliqué, mais c'est peut-être pas complètement fini. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une ou deux équipes qui arrivent à un peu contester cette suprématie. Ça serait quand même assez intéressant. Valence cette année est pas mal. Oui, Valence, c'est pas mal. Alors après, est-ce qu'ils vont réussir à tenir sur la longueur? Ils ont- On verra. C'est pas les mêmes moyens, Quand on- mais bon, C'est pas ça pareil. fait plaisir de revoir Valence quand même aussi, parce que c'était Oui. une belle équipe des années Oui, 2000, quand il y avait des joueurs comme Mendieta, Aymar, tout ça. Voilà, c'est pour les Ouais, plus c'était anciens. sympa. Les Oui, moins de pour 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Et pourtant, c'était du beau football. Puis même Également. la Juve qui se fait licencier par Naples aussi dans le Calcio aussi. Oui, ils sont distancés. Ouais. Ah d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, en info italienne, Montella s'est fait virer. hein. Oui, j'ai vu. C'est Gattuso qui le remplace. Voilà, là aussi Ancien pour les moins de 20 entraîneur, ans. du FC Sion. Ouais. FC À un Sion. C'est moment vrai, donné, ouais. à C'est un vrai moment qu'il est donné. à Sion, Ça me ouais. fait penser à quelqu'un d'autre, FC Sion. Et là, c'était l'entraîneur Aussi. des jeunes, la Primavera, je crois que ça s'appelle, C'est ça. les jeunes du Milan AC. Donc, ils prennent Gattuso pour Mhm. plus de caractère. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros investissement à Milan au mercato. Et bah, pour l'instant, ça qu'on paye connaît pas. Ils plus doivent Milan être AC. 7e. Hein. C'est vrai qu'on connaît plus le Milan AC Ah ben, d'avant. Quoi, on maintenant. pourra en parler tout à l'heure, justement dans le dossier avec les Chinois, parce qu'ils ont des gros problèmes avec leur actionnaire Oui. qui est chinois et qui a des gros soucis. Où car, ça eh ben, le Milan AC a Au des Milan gros, AC. a des gros problèmes car Mais il c'est a vrai été qu'il avait repris par vendu des à. C'est plus le Milan Oui, à AC des Berlusconi, qui était à Berlusconi. Voilà, dans qui le lui temps, a quoi. revendu à des actionnaires chinois et eux apparemment ils sont dans le collimateur, donc ça va pas très bien du côté du Milan à ce niveau-là. Ouais, et le On plus en dur parlera. peut-être pour les supporters du Milan, c'est que de l'autre côté, chez le rival de l'Inter, ça va plutôt pas mal cette saison. Ouais, ça va bien avec un Ivan Perisic qu'on a bien connu à Sochaux qui Ouais. qui Ah, c'est cartonne. vrai que Qui le. cartonne. Ouais, avec Oui. Icardi et puis Candreva, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Allez, la 6e journée, il y aura des matchs. Le mardi 5 décembre, le Bayern Munich recevra à 20h45 le Paris Saint-Germain. Et à 20h45 également, le Celtic Glasgow recevra Anderlecht. Et puis, pour le programme de l'autre club de Monaco, qui lui va sans doute envoyer l'équipe U18 du côté du FC Porto, car il n'y a plus rien à jouer. Mais bon, après, comme on dit, il ne faut pas fausser
le groupe de Ligue des Champions. Et dans l'autre match, le RB Leipzig recevra le Beşiktaş Istanbul. Allez, un petit œil sur l'Europa League avec dans le groupe A, Astana, Villarreal plutôt qui est allé battre Astana 3-2. Le Slavia Prague est allé battre le Maccabi Tel Aviv 2-0. En tête, Villarreal et le Slavia Prague, 11 points et 8 points. Dans le groupe B, Skanderbe a battu le Dynamo Kiev 3-2. Exactement. Le Partizan Belgrade a battu les Young Boys de Berne, c'est plus près de chez nous, 2-1. Au classement, Dynamo Kiev à 10 points et le Partizan Belgrade 8 points. Dans le groupe C, le Sporting Braga a battu Offenheim 3-1. Ludogorets Razgrad s'est fait battre par le Basque CI, très bon club en Turquie en ce moment. Et oui. Et en tête, le Sporting Braga 10 points et Ludogorets Razgrad deuxième avec 8 points. Et bien justement, on parle du Milan AC à l'instant. Dans le groupe D, le Milan AC a battu l'Austria Vienne 5-1. Le AEK Athènes et Rijeka ont fait match nul plutôt, 2 buts partout. Milan AC est en tête avec 11 points, l'AEK Athènes avec 7 points. Dans le groupe E, c'est le groupe qui concerne l'Olympique lyonnais qui a battu l'Apollon Limassol 4-0. Et dans l'autre match, l'Atalanta Bergame est allé battre Everton 5-1. Décidément, Everton, il n'y a plus rien qui va, même en championnat, ils prennent triqué sur triqué. Ouais. C'est ça tous les week-ends et en Ligue des Champions et en Europa League. On tresse des louanges du PSG, mais Lyon depuis quelques semaines, c'est quand même pas mal du tout non plus. Et pourtant, voilà. Qu'est-ce qu'il a mangé, Genesio ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a mangé partout ? Je suis bien content parce que je pense que ça va faire relativiser quelques-uns. Une équipe, ça se construit sur la durée. C'est pas parce que ça marche pas sur 4-5 matchs qu'il faut crucifier les gens. Je pense que tout entraîneur le sait très bien. Une équipe, ça se peaufine, ça se construit. Il faut trouver l'alchimie entre les joueurs. C'est pas toujours évident. Et là, je pense qu'il l'a trouvé. Genesio, il a un peu eu le syndrome Del Bosque, c'est-à-dire de pas être assez sexy pour le club, quoi. D'être avec des noms. Voilà, d'être avec le survêt, d'arriver de nulle part, d'arriver de nulle part en plus pour le grand public, mais il n'arrive pas de nulle part. Non. Et finalement, il se révèle être très bon. Puis je trouve qu'il est assez intéressant et intelligent dans ses conférences de presse aussi. On sent que c'est quelqu'un qui a du foot puis qui a des idées surtout. Et il le montre avec ses choix, parce qu'il fait quand même... il s'adapte bien à l'adversaire et il fait des choix intéressants et il lance beaucoup de jeunes, notamment Aouar là, qui fait quand même des choses très intéressantes. C'est vrai. Allez, dans le groupe I, on va parler de Marseille qui est allé faire match nul 1 but partout à Konyaspor en Turquie, alors que dans le même temps, Salzbourg avait battu le Vitoria Guimarães 3-0. Donc Marseille est deuxième avec 7 points. Et dans le dernier groupe qui intéresse nos clubs français, Nice a validé son billet pour les 16e de finale en battant les Belges du Zulte Waregem 3-1. Alors les prochains matchs pour les clubs français, Lyon rencontrera l'Atalanta Bergame, donc ira en Italie. Ça va être assez sympa pour la première place du groupe. Alors que dans le même temps, l'Apollon Limassol recevra Everton. Marseille, lui, le jeudi 7 décembre, rencontrera le Red Bull Salzbourg. Il va sans doute rencontrer Jérôme Anguene, qui est du côté de Salzbourg, qui est prêté par le club allemand du RB Leipzig. Non, pas Leipzig, je dis une bêtise. Si, c'est ça. C'est ça. Et Vitoria Guimarães lui rencontrera Konyaspor. Faudrait peut-être que ça s'arrête assez. C'est bien si je dis une bêtise, Fred. Seul l'OM n'a pas encore validé encore son billet pour la suite de la compétition. À eux de jouer, Ça sera chez eux en plus. Mais ça serait peut-être pas plus mal si ça s'arrête assez tôt pour l'OM, parce qu'est-ce qu'ils ont l'équipe pour faire quelque chose en championnat et puis pour continuer. Mais c'est pas grave. Il faut passer ce cap parce que ça rapporte, ça rapporte des points UEFA. Rien que pour les points UEFA, il faut aller plus loin. Et puis après, on sait jamais sur un malentendu. Parce qu'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant malgré tout en championnat. Ils sont toujours dans les clous. En tous les cas, ils sont dans les 4 premiers, donc c'est ce qu'il faut. Et puis dans le même temps, Nice ira en Hollande, du côté du Vitesse Arnhem. Et voilà, on a terminé. Tu appelles ça les Pays-Bas, mais tout le monde dit la Hollande. Oui, la Hollande, les Pays-Bas, le pays du fromage. Non, c'est pas ça. Puis des moulins. C'est ça, oui. Puis des tulipes. Puis des tulipes, oui, c'est vrai. Allez, on va parler de la Ligue 1, il me semble, cette fois-ci. La Ligue 1, oui, tout à fait. Il y a un jingle pour ça. Voilà. Il arrive. Il y a le fichier qui est caché devant. Donc voilà, la Ligue 1.
Écoute, moi je suis pour la transparence, j'ai pas de sous planqués dans les paradis fiscaux, donc quand il y a un souci avec mon fichier, je le dis directement à l'antenne, comme ça tout est clair. Donc voilà, c'était le générique de la Ligue 1. Eh oui, le beau générique de la Ligue 1, et bien justement on en parle de la 14e journée qui avait lieu ce week-end. On commence déjà avec ce vendredi, Saint-Étienne qui recevait Strasbourg. Saint-Étienne avec Julien Sablé qui n'a pas les diplômes d'entraîneur et qui prend des amendes à chaque match. Enfin, tout de suite moins, le club prend des amendes. Mais Jean-Louis Gasset va venir l'épauler. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que Jean-Louis Gasset reste en numéro 2. Voilà. À mon avis, il ne va pas rester numéro 2 très très longtemps. Allez, Après, il a l'habitude d'être numéro 2, mais généralement c'est parce qu'il y a un nom devant quand même. Exactement, donc je ne suis pas certain qu'il reste très très longtemps. Sauf si vraiment Julien Sablé, il juge que Julien Sablé est très compétent et qu'il y a quelque chose d'intéressant et qu'il s'efface, mais je suis comme toi, ça m'étonnerait que ça se passe si bien qu'avec Laurent Blanc et puis d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres avant Laurent Blanc. Notamment à Montpellier, je crois, il a été numéro 2 aussi, je ne sais plus de qui, mais... peut-être bien Mézy ou... je sais plus, il faudrait qu'on retrouve. Plusieurs même, je crois. Allez, on parle des buts. Il y en a eu dans cette rencontre, 4 au total, avec Hernani à la 41e minute de jeu qui ouvre le score pour Saint-Étienne. L'égalisation d'Aoulou, très bon joueur, j'aime bien ce joueur, à la 45e minute de jeu. Et ensuite, c'est Monet Paquet qui va donner l'avantage à cette équipe de Saint-Étienne, avant que Jonas Martin, qui est du côté de Besançon, c'est un joueur qui a été formé ici, il est passé par le Racing Besançon, n'est-ce pas Fred, il dort. Effectivement. Effectivement. À la 63e, c'est lui qui a égalisé sur penalty. Et en plus, il avait été du côté du Betis Séville aussi avant de signer à Strasbourg. Eh bien, on va écouter la réaction tout de suite de Julien Sablé, qui lui reste sur le « on est en convalescence », ça c'est sûr. Et Thierry Loret, qui lui parle surtout de l'état d'esprit de son groupe. Il dit qu'il a un excellent groupe. Il y a des choses qui sont positives, l'état d'esprit, la langue qu'on a mis, la possession qu'on avait perdu ces derniers temps, le nombre d'occasions. Après, il y a 2 moments stratégiques du match où on marque et dans la foulée, on sent qu'on est en convalescence. Et puis on prend un but sur coup de pied arrêté et un deuxième qu'on doit éviter aussi. On paye cher tous les détails du haut niveau. Maintenant, je ne peux pas reprocher la débauche d'énergie des joueurs et par moments la qualité qu'ils ont mis. Et encore une fois, on est une équipe en convalescence. Et voilà, il va falloir... On sait qu'on n'aura rien à la facilité. Disons que j'ai la chance d'avoir un groupe extraordinaire. Donc on a des garçons, c'est pas toujours rose. On a eu un début de championnat difficile. Mais là, on redresse la tête. Voilà, on s'accroche. On a compris que ce qu'on faisait au début de saison, c'était pas suffisant. Et je trouve qu'on arrive à monter le curseur. Encore quelques petits bémols de temps en temps, on va dire. Voilà, sur la durée d'un match, on a du mal à être performant de manière régulière. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on arrive à faire des choses qui sont sensiblement intéressantes. Et si on continue à faire ces choses-là, je pense qu'on peut envisager le maintien. Mais c'est vrai qu'au début de saison, c'était quand même insuffisant. Et donc, on a forcément un petit delta à récupérer. On a pris un départ qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Et donc, forcément, on rame un peu pour se repositionner. Mais voilà, on voulait au moins ramener un point d'ici. On a un match important mardi contre Caen. Voilà, il faut qu'on se prépare et se mobilise pour gagner ce match-là. Mais oui, car il y a une journée en Ligue 1 ce mardi et ce mercredi. Thierry Loret se projette déjà sur le prochain match contre Caen. Allez, on passe au match qui avait lieu ce samedi avec tout d'abord Rennes-Nantes, avec SRN qui l'emporte grâce à un doublé de Wabi Kazri à la 51e et 88e. C'était un bon début en tout cas pour le nouvel entraîneur Sabri Lamouchi. Et c'est Emiliano Sala, c'est pas évident à prononcer à cette heure-là, à la 73e minute de jeu sur penalty qui va réduire le score pour cette équipe de Nantes, qui avait égalisé pour cette équipe nantaise, oui. Mais c'est finalement Rennes qui va l'emporter. Eh bien, on va écouter justement Sabri Lamouchi qui lui revient sur le fait que ses joueurs méritent cette victoire et il remercie aussi le public qui les a poussés. Et Claudio Ranieri, vous allez bien l'écouter. Il critique l'arbitrage, mais c'est toujours fait avec un bel humour et la classe. Oui, mais c'est encore plus beau comme ça. De-delà de la minute à laquelle on marque, c'est surtout la détermination de mon équipe qui a bien débuté la rencontre, bien terminé la première mi-temps en se créant 2-3 situations importantes. Et puis malheureusement, après avoir marqué, on a reculé. Et puis en supériorité numérique, on les a laissés jouer. Un jeu un peu plus direct. Et nous, on n'a pas réussi à conserver le ballon
pas réussi à faire 2-3 passes d'affilée et le doute s'est un peu installé. Ils sont revenus au score sur ce penalty dont on peut parler, mais qui nous a plongé un peu dans le doute. Et c'est vraiment au fond d'eux-mêmes qu'ils ont été chercher cette victoire en faisant énormément de courses. Le sens du sacrifice m'a beaucoup plu, de générosité, de solidarité des entrants, de ceux qui étaient depuis le début du match. On peut noter la très bonne performance de Johan, mais surtout Wabi et ses courses incessantes qui a énormément gêné la défense nantaise. Mais les résultats, tu connais le football, peut-être positive, négative, mais la prestation était bonne, on a joué bien, et après beaucoup de cartons jaunes, 10 contre 11, et je pense que 10 contre 11 on a joué meilleur, et je pense que mon jeu était un peu énervé pour les arbitrages, mais le meilleur était l'arbitre. Le meilleur était l'arbitre. Donc vous avez tous un peu compris, donc c'est fait avec humour et avec un grand talent également. C'est bien pour Kazri, moi je trouve. Comment ? J'aime bien Kazri, moi. Ouais, c'est un joueur vif, rapide. C'est un bon petit joueur de Ligue 1, et voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on voit que Kazri et puis Lamouchi, ça marche bien pour les beurs bretons. Exactement, bravo. Merci. Bravo pour cette vanne. Allez, on continue avec Lille qui se déplaçait du côté de Montpellier, mais sans son entraîneur, car c'est terminé pour Marcelo Bielsa qui a été débarqué, mais qui va s'en aller avec un gros chèque. Donc un chèque à plusieurs millions d'euros. Ouais, donc, entre 15 et 20, je crois. C'est ça. Ouais, il parlait de 14 même. Donc bon, après, c'est énorme. Donc il n'aura pas réussi avec Lille et finalement Lille va s'incliner 3-0 avec un but de quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Sochaux, c'est Jérôme Roussillon à la 5e minute de jeu. Également un but de Giovanni Sio qui est passé par chez nous également à la 26e. Et Ninga à la 31e minute de jeu, et ça fait 3-0. Alors on va entendre justement la réaction de Jérôme Roussillon. Il dit cela fait plaisir de marquer et de faire des passes décisives. Et la réaction du milieu de terrain de Lille, Ibrahim Amadou. On va tout faire pour se maintenir, on l'espère. Pour cette équipe voilà, le coach il a dit il faut connaître des moments, soit 15 minutes, soit 30 minutes comme on a fait en mi-temps, de leur mettre la pression, d'y aller, d'y aller en contre-attaque, et c'est ce qu'on a fait. Ouais, ça fait toujours plaisir de marquer. Après, c'est vrai que faut que je fasse plus de passes décisives, et aujourd'hui ça a été le cas. Ouais, ça va, mais je crois qu'il était en jeu en plus au début, mais en fait non, ça va. Non, franchement, parce que là je pense que je joue déjà beaucoup. Je pense que je joue déjà très haut déjà, mais ça va, franchement. Ça va. Je sais pas, après je sais qu'on a un match mercredi contre Guingamp et on a un bon jeune, Nicolas Cosa, il rentre dans le milieu aussi. Oui, faut demander au coach. Je sais pas ce qu'il veut le dire, donc faut demander au coach. Je crois il nous reste 3 matchs à Mosson, je crois, et il faut gagner 3. Après, vous verrez pour la suite avec lui. Franchement, ça serait dur à expliquer, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est aujourd'hui on était une équipe désorganisée, et on jouait pas ensemble, et ce qui nous a coûté 3 buts dans la première demi-heure. C'est vrai que vu les résultats qu'on produit en ce moment, on peut s'inquiéter, mais on est une équipe et on va tout faire pour se maintenir et commencer à gagner des matchs pour enchaîner une série. Oui, il faut commencer à gagner des matchs pour enchaîner une série, on l'espère en tout cas pour cette équipe de Lille qui en a bien besoin. Alors Lille, ils se font quand même voler cette année avec l'histoire du match contre Amiens, je trouve. Parce qu'ils gagnaient 1-0, c'est pas leur faute, ça a été prouvé quand même que c'est la barrière qui tenait mal. Moi j'aurais fait match sur tapis vert plutôt pour Lille plutôt que de rejouer un match ou alors tu leur fais jouer à partir de la minute oui aussi à partir de la minute avec le but d'avance et là c'est équitable, sauf que là ils sont dans un mauvais contexte. Moi je trouve qu'ils se font voler 3 points et c'est 3 points qui peuvent coûter cher à la fin de la saison. C'est clair, c'est les 3 points qui peuvent coûter la descente tout simplement, car à mon avis ça va être très serré pour donc justement la fin du championnat, même si Metz est très loin, mais Metz peut très bien revenir également. Mais ça va tellement mal qu'on n'a même pas tellement entendu de polémique, on n'a pas entendu les Lillois essayer de réagir là-dessus, parce qu'il y a tellement d'autres choses à régler apparemment en interne. Je pense qu'il y a d'autres choses, oui, entre plus importantes. Campos, Ingla, comment il s'appelle l'actionnaire principal aussi, Lopez, voilà, et puis évidemment Bielsa, ça a l'air d'être un sacré cirque. Donc, il est venu pour faire de l'argent avec ce club, Lopez. Donc après, après pourquoi pas, mais bon, le pari n'est pas encore gagné.
Le pari n'est pas gagné. Allez, on passe à Caen, du côté du Stade Malherbe qui recevait Bordeaux. Il n'y a eu qu'un petit but dans cette rencontre, signé Ivan Santini à la 23e minute de jeu. Et on va écouter la réaction de l'entraîneur Patrice Garande qui souligne l'état d'esprit de son groupe, une vraie force mentale dans cette équipe. Et Jocelyn Gourvenec qui peste contre l'arbitre avec 2 pénaltys oubliés et 2 points en 7 matchs. Et c'est insuffisant quand on se nomme Bordeaux. Je trouve qu'on a fait une première mi-temps assez aboutie, avec un début de match un peu poussif où Bordeaux aurait pu prendre avantage parce qu'ils ont eu des situations, mais je trouve qu'après on a bien maîtrisé notre sujet et le fait de revenir avec un but d'avance n'est pas immérité. Après en deuxième mi-temps, Bordeaux a changé de système, ils ont poussé, on jouait un peu plus haut, on a montré encore une fois des vertus, des qualités d'abnégation, de sacrifice, on a très bien défendu. On a moins tenu le ballon, notamment au milieu de terrain. Et malgré ça, on s'est créé quand même des situations contre qui auraient pu faire bouche. Mais moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est la force mentale et psychologique de cette équipe, parce que, alors vous, ça vous paraît peut-être anodin, mais quand tu as 3 minutes de rentrée de l'échauffement, Daniel Silva, un pépin, il ne peut pas jouer, que Fred Guilbert, il a fait un échauffement à 40% parce qu'il est remplaçant, et qu'il faut tout changer, cette équipe, elle reste tranquille, elle reste sereine. Je crois qu'on a retrouvé une équipe par rapport à notre dernière sortie à l'extérieur, à Paris, à Rennes, à Amiens. On a retrouvé une équipe cohérente. On a fait une première mi-temps quasiment à sens unique où on ne sanctionne pas l'adversaire. On a des situations plus qu'intéressantes. Rémi Vercoute fait quelques arrêts. On a revu, et l'arbitre a revu, il y a 2 pénaltys qui ne sont pas sifflés. On a vraiment eu des temps forts, mais quand vous ne marquez pas sur vos temps forts, vous n'êtes pas à l'abri. On a fait une demi-faute avec un oubli sur Rodelin plein axe, ça s'est terminé en but. Voilà, on a été mené, ça a été difficile parce que c'était contre le cours du jeu, très clairement. C'est très paradoxal parce que l'équipe a mieux fonctionné. L'équipe a mieux fonctionné, c'est paradoxal, mais en tout cas, c'est Bordeaux qui s'incline 1-0. Allez, on part du côté de Troyes qui recevait une équipe d'Angers. Angers très difficile à manœuvrer. Et c'est finalement Troyes qui va s'imposer. 3-0, ça ne s'invente pas le score. Avec Kawi à la 12e minute de jeu. Alors ensuite, ça va être compliqué à prononcer. Allez, on va essayer Suk Yoon Jun, coréen, à la 45e. Et c'est également Thomas Langevin qui va marquer contre son camp à la 84e minute de jeu. On va entendre la réaction de Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de Troyes. Il dit simplement « Je suis très satisfait de la victoire, mais on perd un joueur majeur, oui, Dingomé, qui a été blessé très gravement dans cette rencontre. D'ailleurs, on lui souhaite un bon rétablissement. » Et de Stéphane Moulin, qui lui dit « Si ce soir je ne suis pas inquiet, c'est que je ne connais rien au football. » Contre le SCO d'Angers, qui, je le rappelle, avant le match, était invaincu à l'extérieur. Donc, c'était pas une mince affaire, déjà de battre cette équipe, et en plus... par un tel écart. Donc je suis très très satisfait de mes joueurs qui ont eu la réaction que j'espérais de leur part, en alliant à la fois qualité de jeu, rigueur, agressivité, dynamisme. Donc on a vu des choses très très intéressantes. Voilà, un match avec quasiment 8-9 occasions pour nous, contre une occasion à l'adversaire. Pas de but encaissé, 3 buts marqués. On est très heureux ce soir, même si je suis très contenu dans ma joie, dans ma satisfaction, du fait de la blessure sûrement sérieuse de Tristan Dengom, qui est un joueur majeur dans mon équipe et qui Tristan incarne exactement le jeu que je veux faire pratiquer à mon équipe. Donc c'est vraiment un coup très dur ce soir. C'est on paye un cher tribut de cette victoire. Parce que je vous dis, c'est un joueur majeur de notre équipe. Si j'étais pas inquiet ce soir avec ce que je viens de voir, compte tenu du classement, ça voudrait dire que je manque ou de lucidité ou de connaissance du football. Je crois que je manque ni de l'un ni de l'autre. Donc je suis inquiet, oui. On n'a pas un niveau exceptionnel en Ligue 1, mais on n'a pas un niveau non plus aussi faible qu'on a montré ce soir. Voilà. À nous de retrouver notre niveau pour essayer de prendre des points, de gagner des matchs. On a interrompu une série de 9 matchs sans défaite consécutifs à l'extérieur en Ligue 1, c'est quand même remarquable. Eh bien, on va essayer de casser la série de non-victoires à domicile mercredi. Eh bien, on le souhaite à Stéphane Moulin ainsi qu'au club d'Angers de casser cette spirale. C'est quoi, c'est un accident selon toi ou ça peut arriver ? Oui, ça peut arriver. Après, on sait que cette équipe d'Angers est toujours difficile à manœuvrer.
Mais bon, il arrive aussi des fois où on fait des non-matchs. Ben, je pense que celui-ci en était un. Ouais. En était un, pardon, parce que c'est difficile de mettre 3 buts à Angers, il faut quand même le souligner. Ouais, C'est ouais. une équipe qui est quand même assez costaud. Donc je pense, oui, voilà, il y a des fois il y a des non-matchs, on sait ce que c'est. Et là, je pense qu'ils sont passés au travers et je pense qu'ils se rattraperont. Justement, ils recevront Rennes. C'est un Rennes qui est dans qui commence à bien remonter la pente. On verra, mais ça peut vite retomber également. Et c'est jamais simple d'aller s'imposer du côté d'Angers. Ouais, je pense pareil. C'était un jour sans. Oui, ça arrive. Allez, on part du côté de Dijon. Dijon-Toulouse. C'est Dijon qui va s'imposer 3-1 avec un premier but du Coréen Chang-un, décidément. C'est une histoire de Corée ce soir, la 42e minute de jeu. Et ensuite, c'est Xeka, la 57e, qui donne un avantage de 2-0 pour Dijon. Même 3-0 grâce à Wesley Saïd, l'ancien Rennais, à la 64e minute de jeu. Et c'est finalement Andy Delors qui va réduire le score pour Toulouse à la 71e minute de jeu. Mais c'est Dijon qui empoche les 3 points. Dijon qui marche bien en ce moment. On va entendre la réaction d'Olivier Dalloglio, l'entraîneur, qui lui dit on a réagi bien, on a bien réagi malgré une mauvaise entame. Et Pascal Duprat, alors écoutez bien, il y a une pique pour Pierre Ménès. Mais celle-là, bon, c'est du Pascal Duprat dans le texte, mais bon, je vous laisse écouter. Du mal, oui, effectivement, à rentrer dans le match. Et puis, il y a ce coup du sort avec le penalty. Après, c'est vrai que ça peut être un tournant du match. Petit à petit, on a repris le ballon. On l'a reposé, on a fait tourner. Et puis, c'est vrai que malgré le pressing adverse au milieu de terrain, il y avait quand même une équipe en face très athlétique, un gros bloc. D'arriver à trouver des failles et à pouvoir marquer sur une combinaison sur corner. Donc ça j'apprécie aussi parce que c'est le genre de situation où ça peut te débloquer un match. Je pense que le premier but est hyper important, quoi. Ouais, je fais pas trop de plans là-dessus. Quand tu joues 2 fois à la maison et que tu gagnes 2 fois, effectivement, c'est très bien. C'est très bien. Un point de vue comptable, c'est très très bien. Et puis, je vais te dire, heureusement qu'on a gagné, parce que quand tu vois les résultats qu'il y a derrière, c'est quand même très 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 serré. Alors ça nous permet de nous décoller du fond, c'est-à-dire... On n'a pas le droit d'être abattu à l'issue de la 14e journée. Quand on est joueur professionnel, jouant en TFC, l'abattement, encore une fois, c'est quand vous êtes à l'article de la mort, hein, quand vous êtes malade, qu'on n'avez pas de boulot. Donc après, il faut arrêter de chouiner, quoi. Donc, on est là humblement pour essayer, à notre maigre niveau, bien sûr. On n'est pas des sommités de l'entraînement, on est juste des besogneux du football, comme certains ne manqueront pas de le rappeler dans leurs analyses demain. Vous savez, ceux qui sont ventripotents et qui montrent à tout le monde qu'ils sont excellents footballeurs parce qu'ils font 10 jongles. Ceux-ci ne vont pas manquer de dire qu'ils ont analysé, épluché notre match entre 2 saucisses et 2 petits fours. Voilà, donc le responsable, il est là. Allez, on sort la scie à métaux, on découpe. Bon, c'est du Pascal Duprat. Et moi, en tout cas, j'ai adoré. Bon, je pense que Pierre Ménès ne va pas adorer. Mais en tout cas, c'est Pascal Duprat. C'est drôle et en même temps, bon, oui. C'est un peu facile parce que voilà, il met un peu un paravent, quoi, parce que ça va quand même pas très très fort à Toulouse. Le jeu est pas là. Il y a un effectif qui est quand même pas si mal que ça. Oui, il y a un effectif de qualité à Toulouse. Hein. Et bon, c'est vrai qu'on s'ennuie et à chaque fois, il va faire diversion avec. Un coup, ça va être Ménès, un coup, ça va être sur l'indépendance de la Savoie. Enfin, il a toujours un truc. Oui, il a toujours quelque chose. Est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation pour espérer un petit peu plus que le maintien? Parce que Toulouse, ils ont quand même un peu plus d'ambition que le maintien. Il y a quand même eu un investissement qui a été fait. Oui, non, il y a des très bons joueurs. Hein. C'est vrai, il y a Andy Delors qui est revenu. Il y a d'autres joueurs également. Donc, c'est une belle équipe, mais elle a du mal à trouver sa carburation. Et c'est vrai que il nous a sorti une pique, une pique vers Pierre Ménès. Mais oui, c'est vrai, il essaye toujours de se sortir des ornières, on va dire, par une pirouette. Après, il humoristique. A raison, parce que Ménès, c'est de pire en pire quand même. Hein. À part dire, moi, j'écoute plus. J'écoute plus la télé et plus la radio parce que franchement, à la radio, c'est pareil. Ça casse, mais ça casse méchant, quoi. Autant on peut bien sûr critiquer les performances d'un joueur, mais de là à ce que ça devienne de la méchanceté, non. Moi, je cautionne pas ce. Oui, puis il n'y a plus d'analyse. Et en plus, venant de certains qui ont été joueurs, donc c'est ça que j'ai encore moins de mal plus de mal à comprendre, on va dire.
Il n'y a plus du tout d'analyse avec Ménès. Ça va juste être. Il y avait une action, là, je sais plus du tout ce que c'était comme match, mais il dit voilà, il y avait carrément péno. Et ça s'arrête là. Oui. Il t'explique pas pourquoi il y avait penalty. Il t'explique plus rien, quoi. Il te donne un avis comme ça, bim. Tranché. Voilà, très tranché. Et qui peut totalement changer d'ailleurs la semaine d'après. Oui. Et c'est tout. Mais il n'y a plus du tout d'analyse. C'est un peu comme en radio. Les analyses de la semaine, t'écoutes, la semaine d'avant, la semaine d'après, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. Donc, ouais. Alors après, est-ce qu'on leur demande de faire du buzz? Ah bah c'est sûr, oui. Ouais. Donc est-ce qu'il faut faire des clashs tout le temps pour être... Non, moi je peux comprendre qu'on demande ça, mais moi je suis pas pour ça. Je ne suis pas pour ça. Allez, on continue cette Ligue 1 après cette belle prose de Pascal Duprat. On va du côté de Metz. Là, il y a un peu moins le sourire, car Metz est dans une situation très délicate, qui recevait justement l'équipe d'Amiens. Et ben, c'est Amiens qui va s'imposer dans cette rencontre 2-0. Des buts de Konaté à la 29e et Zungu à la 66e minute de jeu. Ça suffit au bonheur des hommes de Christophe Pélissier. On va entendre la réaction de Mathieu Dossivi, le Messin, qui lui ne comprend pas, car il dit on est crispé à domicile et ça va mieux à l'extérieur. Et Christophe Pélissier, qui lui dit tout simplement la solidité d'Amiens, c'est l'ADN du club. Le contexte n'est pas évident, on voit qu'on a de plus en plus de mal à domicile. Je trouve plus qu'à l'extérieur où on est un peu plus libéré là. À domicile, on se crispe un peu plus, on a du mal à produire du jeu et à être dangereux. Et à chaque action adverse, on se crispe un peu plus. La confiance n'est pas là, donc voilà, c'est vraiment compliqué en ce moment et il n'y a rien de positif sur lequel s'accrocher et c'est ça le plus dur, quoi. Ouais, je sais pas si Amiens fait du Amiens, mais bon, voilà, nous, c'est notre ADN, comme je dis, d'être une équipe qui est très solidaire, mais à la perte, mais aussi dans l'utilisation du ballon, parce que je crois qu'en première mi-temps, on a montré qu'on était venus ici pour jouer, ils nous ont laissé le ballon et on a été capable de très bien l'utiliser. Après, on se met dans des dispositions en menant au score qui, bien sûr, nous sont favorables, donc voilà, mais qu'on continue alors à faire du Amiens, ça ira très bien. Quand on regarde les seconds buts, c'est quand même notre latéral qui vient dédoubler et faire un super centre, et le second but c'est un numéro 6 qui vient et qui marque, donc ça prouve que voilà, c'est notre esprit, on attaque à 11, on défend à 11 et c'est surtout une phrase qu'on entend souvent, mais nous on le montre bien en ce moment sur le terrain. Oui, avec cette équipe d'Amiens surprenante, qui n'était pas taillée pour monter en Ligue 1 et qui finalement est 10e pour le moment avec 18 points. C'est la belle surprise, comme quoi dans le football tout est possible, même avec de très petits moyens. Ouais, avec 3 points litigieux quand même. Oui, 3 points litigieux, mais bon, 3 points quand même. Allez, dimanche 26 novembre, il y avait un match à 15h. C'était Nice qui venait de se qualifier justement en Europa League face aux Belges de Zulte Waregem et qui espérait en tout cas faire un résultat contre l'OL. Patatras, en l'espace de 29 minutes, 27 minutes, 3-0 pour Lyon. Et le festival a commencé dès la 5e minute de jeu. Il ne fallait pas être en retard du côté de l'Alliance Riviera. À la 5e, Memphis Depay qui revient bien. Maxwell Cornet à la 20e. Et ensuite, Mariano Diaz à la 27e. Un doublé pour Memphis Depay à la 38e. Et Maolida, pas Maoulida, c'est pas le même, à la 79e minute de jeu, même s'il y en a un qui a arrêté sa carrière, et qui va parachever le score de Lyon avec ce 5-0. Bon, il n'y a pas eu photo sur ce match. Nice était au ralenti dans tous les secteurs du jeu, et ça pardonne pas quand on voit que Lyon est en bourre en ce moment, et ça fait 5-0. On va écouter la réaction de Lucien Favre. Il dit tout simplement, je prends la critique pour moi, car il avait commencé le match par mettre 5 défenseurs. Il avait fait pareil contre les Belges, mais là, contre Lyon, c'est pas Zulte Waregem. Lyon, ça cartonne. Et Bruno Genesio, qui lui dit simplement, on a fait un bon match ce soir, un match sérieux. Beaucoup de choses, la récupération de ballon, le fait de jouer haut à contre-temps, c'était très mal coordonné. Il fallait des fois attendre parce qu'on sait que Lyon ils sont très bons en contre et pas s'ouvrir complètement comme ça derrière, quoi, parce qu'on s'est ouvert, on s'est donné à eux finalement. Non, pas du tout, parfaitement lucide de ce qui s'est passé. Ouais, le système est une chose, j'assume le choix d'avoir choisi ça, mais je veux dire contre Zulte a aussi 6-7 occasions. Donc il y a d'autres choses à retrouver, un équilibre attaque-défense, se concentrer sur ça aussi parce que la récupération du ballon elle est primordiale, il y a trop de failles à ce niveau-là. Je sais pas si on peut dire ça, nous on doit se concentrer sur notre performance parce que vraiment aujourd'hui c'était pas beau, quoi. Et j'accepte de prendre la critique pour moi. C'est un match
que l'on craignait. Parce que même si Nice était mal classé, on savait qu'avec le retour de joueurs importants, c'était une équipe difficile à manœuvrer, notamment à domicile. Donc on est très satisfait du contenu et du résultat. Oui, on l'avait déjà fait à 3, on le réédite ce soir. Donc ça montre la qualité du groupe, ça montre aussi l'état d'esprit de ce groupe. Je crois que c'est à souligner. On fait des changements, on effectue parfois des rotations, des turnovers, et l'équipe reste performante, reste efficace, et ça démontre un très très bon état d'esprit général, et c'est très important pour la suite. Bah oui, c'est très important pour la suite. En tout cas, cette équipe de Lyon est vraiment en pleine bourre. Allez, on Mariano passe. notamment, je trouve. Mariano, je trouve que les médias tapent beaucoup dessus aussi, en disant ouais, il travaille pas beaucoup, il est pas technique, il est machin. Il est quand même déjà à 10 buts, quoi. Oui, non, mais ça. Et puis Depay qui fait un sacré retour. Memphis Depay, il revient bien parce qu'il avait un moment donné où il était un peu en dedans. Là, il revient bien. Après, Mariano Diaz, il faut le temps de s'acclimater à la Ligue 1. Il venait du championnat espagnol. Ça joue. Puis il jouait jamais en plus. En plus, il jouait jamais. Donc ça joue différemment. Il faut le temps de s'acclimater. Il faut le temps de s'acclimater à sa nouvelle équipe, ses nouveaux partenaires. Comme je le dis, ça se fait pas en 5 minutes, mais il faut que les médias tapent dès qu'ils ont quelqu'un. Mais voilà, quand on le voit jouer, quand on voit ses prises de balles et tout, voilà, on sait que ça risque de devenir un très grand joueur. En tout cas, on lui souhaite ce qu'avait dit Karim Benzema. Je suis un très grand joueur, mais en fait, il avait raison. Même Benzema, il a raison. Il joue dans un très grand club et c'est un très grand joueur. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué aussi, Benzema, pour avoir dit ça. Mais moi, je dis c'est normal qu'il ait dit ça. C'est vrai. Il faut être honnête. C'est un très grand joueur. C'est le meilleur buteur français en Ligue des Champions. Donc, il faut aussi le dire. Et il joue dans un très grand club. Allez, on passe cette fois-ci du côté de l'Olympique de Marseille, qui faisait plus l'actualité avec Patrice Evra il y a peu de temps. Mais on va le laisser tranquille, Patrice Evra. Et on va s'intéresser à ce match face à Guingamp. Guingamp qui n'a pas eu un seul tir cadré dans ce match. Très pauvre du côté des Bretons. Et c'est finalement Thauvin à la 31e minute de jeu qui va offrir la victoire à cette équipe de Marseille. 1-0. Eh bien, on va l'entendre justement, Florian Thauvin. Il dit tout simplement, on a fait l'essentiel. Et Antoine Comboiré, ce que je vous disais, on n'a pas un tir cadré dans cette rencontre. Donc, c'est le moment où nous, on prend nos points, on avance, et donc forcément on est satisfait. Certes, il y a des choses à améliorer, on aurait pu faire mieux, marquer plus de buts, mais l'essentiel est fait. De toute façon, c'est surtout le doute qui nous envahit en ce moment, quoi, qui nous gagne. On sent une équipe qui pense avant tout à bien défendre, à être solide. Et par contre, on n'ose pas donc jouer dans cette première mi-temps, quoi. On n'ose pas donc ressortir des ballons, être disponible, pouvoir donc se montrer, pour pouvoir donc justement poser le jeu et puis préparer les attaques. On a pensé qu'à défendre dans cette première mi-temps. Après, il faut croire que le but qu'on prend nous libère un peu plus et puis on fait une bien meilleure deuxième mi-temps, même si on n'est pas dangereux, mais on a toujours aussi bien défendu, même si sur 1, 2, 3 fois ça aurait pu être plus compliqué pour nous. On a pu donc tenir ce résultat d'1-0 et puis on a mieux joué. Et, par contre, on n'a pas ce qu'il faut aujourd'hui pour aller faire mal, pour aller essayer donc de porter le danger sur les défenses adverses. Et en l'occurrence, contre cette défense de Marseille où on a je pense, pas cadré une fois, on n'a pas été dangereux. Et Steve Mandanda a passé une fin d'après-midi tranquille, quoi. Oui, c'est vrai, ça a été tranquille. D'ailleurs, on l'a vu du côté du Vieux-Port. Il était assis à la terrasse, il prenait un café d'ailleurs. Non, c'est vrai que ça a été assez tranquille pour cette équipe de Marseille, car les attaquants guingampais ne venaient pas souvent devant le but et n'ont rien cadré du tout. Donc, c'est royal au bar. Les 2 derniers matchs de la journée d'hier, ça aurait pu être plus lourd que ça. Marseille aurait pu largement... aurait pu gagner plus largement de plus d'un but, oui. Avec Thauvin notamment qui a un petit peu vendangé. Bon, ça arrive. Oui, ça arrive. Et puis on va voir sur le dernier match là où il aurait pu y avoir une avalanche de buts. C'est pareil. Avec Paris, de toute façon, on peut toujours avoir des avalanches de buts. Et c'est Paris dans le dernier match. Monaco qui recevait le Paris Saint-Germain. On espérait une victoire de Monaco pour relancer un petit peu ce championnat. Eh bien non, c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-1.
avec des buts signés Edinson Cavani à la 19e minute de jeu, Neymar à la 52e sur penalty, et Joao Moutinho sur coup de pied arrêté à la 81e minute de jeu, qui a relancé un petit peu ce match. Il y avait 3-0 voire 4-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Et ça aurait pu relancer un petit peu ce match, mais pas du tout. Monaco est resté sur ses positions. Ça lui va bien en ce moment, la défaite. Donc, ils sont restés là. Et on va entendre la réaction de Rachid Ghezal qui lui dit le PSG est parti. Cela va être compliqué d'aller les chercher. Oui, je pense que ce coup-là, ça va être très compliqué. Et Marquinhos, c'est une victoire importante pour la confiance, même si le championnat n'est pas encore fini. Vu de la physionomie du match, ça paraissait compliqué. Et puis, plus le match durait, et plus ils avaient du mal à tuer le match. Ils ont eu je sais pas combien d'occasions pour mettre le troisième, ils l'ont pas fait. Et après on marque un but sur coup arrêté, donc on relance le match à la fin, c'est un peu tard. Mais on sentait qu'à la fin on pouvait mieux jouer les coups, même sur la dernière action. Mais bon, c'est dommage, après voilà, on perd quand même, mais c'est vrai qu'on peut avoir que des regrets par rapport à cette fin de match. Ouais, c'est sûr qu'après, dans une animation un peu plus offensive, on a plus l'habitude de jouer comme ça et plus aussi plus d'automatisme, on a plus de facilité à jouer. C'est vrai que voilà, la compo du coach, on l'avait travaillé tactiquement aussi à l'entraînement, donc on sortait d'une défaite à domicile contre Leipzig aussi, donc il fallait aussi se remettre en confiance pour pas prendre de but. Mais voilà, faut relever la tête maintenant et repartir de l'avant. Ouais, bien sûr, après voilà, on avait encore un petit espoir de les recoller avec eux, mais voilà, ils sont largement au-dessus et je pense que ça va être très très compliqué d'aller les chercher. C'est vrai, c'était l'essentiel, c'était l'objectif et bon, ça a été vraiment mission accomplie. Non, il y a beaucoup de choses qui va se passer. On a fait un pas important et on est conscient. Mais il faut qu'on garde le même état d'esprit et qu'on continue à faire les mêmes performances. Si on veut y aller loin et remporter les objectifs qu'on a, il faut rester costaud dans le championnat. Non, on ne va pas s'ennuyer, c'est les victoires comme ça, c'est des résultats comme ça, c'est des matchs importants comme ça qu'on remporte qui vont nous donner des confiances, qui vont nous donner encore plus d'engagement pour la suite. Et oui, pour cette équipe monégasque et Paris qui s'impose donc 2-1. On va vous donner le classement de cette Ligue 1 avec premier Paris Saint-Germain 38 points, deuxième Lyon qui est déjà à 9 points avec 29 points. On a Monaco 3e 29 points, 4e Marseille avec 28 points. En bas de classement, on retrouve Nice 18e avec 14 points. 19e Lille avec 12 points et 20e Metz avec 4 points. Ça va être dur pour les hommes de Frédéric Hans, mais au football, rien n'est impossible. On l'avait vu avec Hervé Renard, même si la fin a été un petit peu plus compliquée, mais on avait fait en tout cas une très belle remontée. Il y a une journée de championnat ce mardi 28 novembre avec Strasbourg-Caen à 19h, Amiens-Dijon à la même heure, Bordeaux-Saint-Etienne à 21h, le mercredi 29, la 15e journée, poursuite de la 15e, avec à 19h Lyon-Lille, Nantes-Monaco, Metz-Marseille, Toulouse-Nice, Angers-Rennes, Guingamp-Montpellier, et à 21h, le Paris Saint-Germain qui va recevoir l'équipe de Troyes. Donc ça va être assez sympathique. Et vendredi prochain, juste le premier match de la 16e journée, ce sera Dijon à 20h45 qui recevra Bordeaux. À noter pour le PSG 3 qui sera il sera gratuit, il sera en clair. Oui, il est sur C8, c'est ça ? Ouais, donc ça fait quand même plaisir. C'est pour ceux qui n'ont pas Bein, qui n'ont pas Canal, puis qui ont des streamings des fois, bon voilà. On pourra voir enfin un match de Ligue 1 gratuitement. Ça n'a pas dû arriver depuis très longtemps. Peut-être Canal+, qui avait peut-être déjà fait une opération comme ça pour un PSG OM, il me semble, un coup où c'était en clair, mais ça remonte quand même déjà à pas mal d'années. De toute façon, C8 fait partie du groupe Canal, non ? C'est ça ? Ouais, ouais. C'est ça. Mais ça gueule, en tout cas. C'est pour que les gens s'abonnent, quoi, à Canal+, quoi, aussi. Ça gueule sur les autres diffuseurs, ça gueule dans la presse, ça gueule... c'est pas une décision qui fait l'unanimité. Ah bon ? Pour quelle raison ? Ça gueule à... Pour quelle raison ? Je sais pas trop, je sais pas, c'est peut-être une sorte de concurrence déloyale. Ils ont les droits, donc après ils en font profiter leur réseau, quoi. Après... Bah ouais, et puis moi je pense que... Après ça sera pas tout le temps, hein, non, c'est sûr qu'il faut pas... c'est sûr que ça va pas être toutes les semaines comme ça, quoi. Je pense qu'un gros groupe comme TF1, tout ça, pourrait très bien avoir des droits, peut-être pas de la Ligue 1, mais de la Ligue des Champions, en faisant payer bien cher les annonceurs, parce qu'on voit que les matchs de foot, ça continue de la Ligue des faire Champions, de l'audience. La Ligue des Champions, c'est très très cher. D'ailleurs, SFR a acheté les droits via la chaîne
via sa chaîne d'ailleurs, a payé plusieurs milliards d'euros, il faut quand même le savoir. Ils ont payé 5 à 6 fois le prix que beIN Sport et je crois Canal avait mis. Donc, moi, je ne sais pas où ils vont aller. Parce c'est un peu fort quand même. Après, il faut surtout trouver des abonnés parce que s'abonner juste uniquement pour la Ligue des Champions, je pense que ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas le championnat. Donc ça va être très compliqué. Le problème, ce qui va se passer, c'est que les gens vont être obligés de s'abonner un coup chez beIN Sport, un coup chez Canal, un coup chez SFR, et t'en finis plus, tu finis avec un bouquet à 300 €. Quoi. Ben voilà, donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont encore regarder. On n'a pas le droit de le dire, mais bon, en streaming, quoi, les streamings vont marcher plein pot. Streaming, je suis abonné aux 3. Alors, et ça, oui, parce que tu as les moyens. Fred, tout le monde n'a pas les moyens de s'abonner aux 3 chaînes. C'est cher, ça revient très cher. Ouais. Les droits du foot sont de plus en plus chers également. Donc forcément, tout monte. Et au bout d'un moment, on peut plus s'abonner. Même beIN, au début, c'était pas trop cher. Et puis tous les ans, ça augmente un petit peu. 12 €, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ils sont à 14 €, je crois, maintenant. Donc voilà, ça, plus Canal, plus d'autres. Ça devient compliqué pour tout le monde. Ça serait bien que toutes les chaînes s'entendent et à ce compte-là, elles fassent un bouquet commun. Ça, c'est pas gagné si, beIN Sport, Canal+, le font déjà. Mais je veux dire, SFR, beIN et Canal fassent un abonnement commun. beIN et Canal le font déjà dans leur offre. SFR Sport pour les abonnés. Non, SFR, Canal+, dans leur offre, mettent souvent maintenant beIN en commun. Et il faut espérer que les autres le fassent aussi également. Mais surtout qu'SFR, les chaînes SFR Sport, on peut les avoir que si on est abonné SFR, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, pour un public restreint, quoi, on va dire. Oui, ça veut dire que quelqu'un qui a une Livebox ou après, ils pourront faire une chaîne. Après, il y a plein de moyens. Voilà, tout est possible. Ils peuvent le faire. Mais après, faut-il encore en avoir la volonté et ça. C'est pas gagné parce qu'il y a aussi des gros enjeux derrière. Oui, c'est comme Eurosport avant qu'on pouvait voir sur tous les bouquets. Puis maintenant, du jour au lendemain, on peut plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que sur Canal. Eurosport, c'est compliqué. Eurosport, ils n'ont plus que la Coupe de France au passage. Maintenant, au niveau retransmission. Allez, on va parler un peu de Ligue 2 cette fois-ci, qui passe aussi sur ces mêmes chaînes. Oui. Allez, jingle Ligue 2, on va parler de Sochaux un petit peu. Et le jingle, le voici. Chaque samedi, oui. Allez, on passe à la Ligue 2 cette fois-ci. On va déjà vous donner les résultats des matchs qui avaient lieu pour la 16e journée. Avec ce vendredi 24 novembre, Reims qui est allé battre l'AC Ajaccio 1-0. Le Gazélec Ajaccio d'Albert Cartier qui est allé battre Tours 2-1. Nîmes a cartonné devant Bourg-Péronnas. Ça va pas très fort du côté de Bourg d'Aurélien Fèvre. 4-0. Le Paris FC est allé a battu plutôt Quevilly 2-0. Valenciennes a battu Lorient 4-2. Valenciennes qui sera l'adversaire ce mardi des Sochaliens au Stade Bonal à 21h. Orléans qui s'est incliné sur son terrain face au Clermont 2-1. Niort a battu Châteauroux 2-1. Et Auxerre et Nancy se quittent sur un match nul, 1 but partout. A noter que ce samedi, Le Havre avait battu Lens 1-0. Allez, on va parler cette fois-ci du FC Sochaux-Montbéliard qui était du côté de Brest. Pourtant, Brest réduit à 10 rapidement. Et c'est finalement Mathias Autray sur un joli coup franc qui marque l'unique but de cette rencontre. Sochaux a pas joué à 10. Sochaux a joué à 11 contre 10 pendant une grande partie de cette rencontre, mais n'a jamais pu revenir dans ce match. La faute peut-être à un jeu moins rapide vers l'avant. C'est vrai qu'on a fait tourner beaucoup le ballon alors qu'il fallait sans doute jouer plus rapidement en une ou deux touches de balle, comme l'a précisé Florian Martin. Florian Martin, oui c'est ça. Florian Martin. On confond, il y a des Florian, il y en a beaucoup à Sochaux. Avec Florian Martin qui le disait justement au micro de beIN Sport à la mi-temps de cette rencontre. On va écouter d'ailleurs le résumé de ce match. 2 points d'écart seulement entre Brest 10e et Sochaux 8e de formation qui ont la fâcheuse habitude d'être irrégulières depuis le début de la saison. Brest reste sur 5 matchs sans victoire, 2 nuls et 3 défaites. Les Bretons doivent absolument s'imposer pour reprendre un meilleur rythme. De son côté, Sochaux est sur 5 matchs sans défaite, 4 victoires et 1 nul. Le tempo est bien meilleur pour les joueurs de Peter Zeiler. Ils espèrent le maintenir en prenant au moins 1 point en Bretagne.
Les joueurs de Sochaux privés de Ruiz, suspendu. Et le reste de l'équipe est là, emmené par Tardieu, le capitaine, Bach, Kaloulou, Martin ou Tousgar sont également présents. Mais c'est Brest qui tout de suite réussit à marquer. 3e minute et déjà 1-0 grâce à Mathias Autrette. Son premier but cette saison. Sochaux a encore tout le reste du match pour réagir. Mais il faut remonter ce but. Aldo Kaloulou ne parvient pas à battre Gauthier Larsonneur. Nouvelle chance pour les visiteurs sur cette reprise de la tête. Mais toujours le gardien brestois pour capter le ballon. Le match est plutôt vivant et agréable. Occasion de 2-0 pour Brest. À angle fermé, ce n'était pas simple. Parade de Maxence Prévost. Le ballon n'est pas très bien dégagé. Nouvelle reprise et cette fois-ci parade beaucoup plus difficile pour Prévost qui ensuite sort dans les pieds d'Habib Diallo. Il permet à son équipe de rester dans le coup et de n'être mené toujours que d'un seul but. Brest qui continue car les joueurs de Jean-Marc Furlan sentent qu'ils peuvent aller marquer le deuxième but. Un contact proche de la surface de réparation et l'arbitre qui sort le carton rouge. Pierre Gaillouste a pris sa décision. Carton rouge contre Ibrahima Sissoko. Un coup dur pour l'équipe brestoise. Sochaux peut jouer pendant plus d'une heure à 11 contre 10. Toujours Aldo Kaloulou dans les bons coups, mais il ne parvient pas à égaliser à la mi-temps. 1-0 pour Brest. Et Sochaux va avoir une belle opportunité. Jouer toute la seconde période en supériorité numérique. Jean-Marc Furlan a fait savoir au corps arbitral qu'il n'était pas d'accord avec cette exclusion. Et pourtant, elle est bien validée. Et Sochaux qui se montre en attaque avec Tardieu pour ce tir. La parade de Larsonneur qui s'attend à avoir du boulot. Les Brestois évoluent évidemment en contre à 10 contre 11. Très belle chance ici pour Kevin Mailly, entré sur le terrain en fin de match. Et la parade de Prévost. Sochaux qui ne parvient pas à profiter de son avantage numérique. Jusqu'au bout, Brest conserve son avantage. Succès de Brest, 1-0. Ah oui, succès de Brest 1-0. Moi j'étais dans le match, là, je dis on va marquer. Non, mais non, c'était une rediffusion, bien évidemment. On aurait pu au moins égaliser. Hein. Ah, on aurait pu égaliser, mais c'est comme ça, des fois dans le football, ça sourit pas avec Aldo Kaloulou qui a eu 2 face-à-face, mais 2 face-à-face ratés. Bah, c'est comme ça, c'est le football, ça arrive. Avant de reprendre Lionel hein, qui nous a appelé, on va écouter la réaction justement des entraîneurs. Bon, ça va aller vite du côté de Peter Zedler, hein, car ça a été hyper rapide. Et vous allez entendre également la réaction de Jean-Marc Furlan qui a aidé l'arbitre. Écoutez. Là, c'est mieux ce soir si je parle pas trop. Surtout au début. Surtout au début. Mais comme j'ai dit, ça sert à rien maintenant. Ça sert à rien. Félicitations méritées, vraiment, je répète. Après, on va analyser ça. Mais ça se fait chez nous en interne. Non, les stéries ne m'intéressent pas, c'est le jeu qui m'intéresse. C'est de ça qu'on va parler demain. Je me maîtrise, j'essaie de me maîtriser. Donc j'ai été poli, mais j'ai été très colère. Et donc effectivement, ma grande surprise aussi, je pensais être expulsé. Ça prouve aussi le calme. Voilà, l'arbitre m'a dit « Je suis mal, aidez-moi ». Il m'a dit la 20e. Donc aidez-moi. Je vais vous aider, j'ai dit. Mais bon, je suis quand même très colère. Quand même très colère, mais je vais vous aider. L'arbitre, bien sûr, de cette rencontre qui avait sorti le carton rouge. Eh ben, je crois qu'on a Lionel en ligne. Bonsoir Lionel. Ouais, salut Fred et puis salut à toutes les Bon Lionel, comment ça va? Bon, malgré la défaite du FCSM à Brest, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette rencontre? On a joué à 2 à l'heure, à deuxième mi-temps. Je sais pas, moi, une équipe qui joue à 10... si on joue plus vite, on doit le marquer, on doit au moins égaliser. On n'a pas le droit de rien ramener de net. Oui, on n'a pas le droit. C'était ça en fait. Il fallait jouer plus vite, c'est ce qu'avait dit Florian Martin justement à la mi-temps. Il a dit il faut qu'on joue. Les frappes ne sont pas appuyées. C'est toujours pareil. Puis on a raté des 1 contre 1 hein, avec. Ça m'a énervé en deuxième mi-temps. J'ai regardé 20 minutes et j'ai arrêté. J'ai arrêté de regarder le match. Oh non, moi je peux pas arrêter de regarder. Pas possible moi. J'ai arrêté. Attends. Pas possible. On pouvait jouer 10 matchs comme ça, on marquait pas. Pas possible. Bah après, on a eu deux face à face. On a eu deux face à face avec Aldo Kaloulou. C'est dommage. Ouais. Il construit bien au début, il est rapide, il amène la vivacité, mais devant le but, après, il fixe le gardien. Mais je pense que sur le deuxième. Alors qu'il peut l'appliquer, sa balle. Alors je pense que sur le deuxième face à face, il me semble que le défenseur doit toucher à peine le ballon. J'ai revu les images un petit peu au ralenti. Et je pense qu'il la touche un petit peu, mais elle part tout droit sur le gardien. Le gardien fait de beaux arrêts aussi. Au moins une dedans. On doit ramener le nul. C'est pas possible de ne pas ramener un point de Brest. Bah oui, ils ont été costauds les Brestois. C'est le minimum, hein. Ils ont été costauds, ils ont été arc-boutés sur leur but, mais. Leur part, ça y est, dans une série négative.
Bon, Moi, j'espère pas. Hein. Non, je pense pas qu'on part dans une série négative. Je pense qu'il y a des motifs de satisfaction. À commencer par le gardien, Maxence Prévost, qui a fait quand même une double parade. Il a fait un très bel arrêt en fin de partie. Ouais. Ça, déjà. Ouais, mais le coup franc, tu vois, le coup franc qu'on prend, il doit anticiper. Bah, je pense qu'il est. Il est trop mieux de sa ligne. S'il est 1 mètre un peu plus à gauche, eh ben, il l'enlève le ballon. Alors, est-ce qu'il est caché au départ du ballon? Peut-être. Je sais pas. Non, mais il est trop au milieu de sa ligne. C'est pas Werner, il a pas l'envergure de Werner, et un Werner, il l'arrête, celle-là. Ah, celle-là, il va la chercher. On sait pas. On peut guère le savoir, en tout cas. Il n'y a que là qui peut la mettre, le mec. Il n'y a que là qui peut la mettre. Il ne peut pas la mettre de l'autre côté. Il n'y a que là qui peut la mettre. En tout cas, c'est dommage. C'est dommage car on a eu des occasions. Mais bon, il est en progrès quand même. On peut dire qu'il est en progrès quand même. Oui, il a fait quand même des beaux arrêts dans cette rencontre. Oui, il a fait des beaux arrêts, il est quand même en progrès. Mais là, il a fait des beaux arrêts. Comme ça, il doit anticiper. Un gardien, il doit anticiper sur des trucs comme ça. C'est des coups francs que tu peux arrêter, ça. Bah après, pas forcément au fond. Hein. Après, c'est sûr qu'on aurait pu revenir. C'est vrai qu'il aurait fallu jouer plus vite en une touche de balle, rapidement, ne pas faire tourner le ballon. Ne pas faire tourner le ballon pendant X temps et jouer plus rapidement. Ça, on aurait sans doute pu les déstabiliser. Mais en tout cas, il faut dire bravo à cette équipe de Brest qui a su être costaud et c'était important à ce moment-là. Le Julien Faussurier était pareil à la limite du rouge, lui. Hein. Oui, le rouge était pas loin. Fautes, hein. Je pense que le rouge était plus, aurait peut-être pu être donné plus facilement sur cette faute-là que sur celle d'avant avec Florent Rongier. Ah oui. Je pense. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, les arbitres, ils font un peu n'importe quoi des fois. Bah après, comme il avait déjà sorti le rouge peu de temps auparavant, oui, c'est ça, il ne peut pas ressortir encore un rouge. Il pouvait, le sortir. Il pouvait le sortir, mais je pense que c'était un petit peu. Il était sur le terrain, il n'a rien à faire, moi je comprends pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Il doit encore être l'arbitre au milieu du terrain. Ah, ça, je suis d'accord. Il se fait expulser. C'est vrai. Il le met dehors, il le met dans les tribunes. C'est vrai. Moi, je comprends pas. C'est vrai que moi, j'ai pas compris. Alors, pour rappeler aux. Ces arbitres qui sont pas respectés. Pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, Jean-Marc Fulan est carrément rentré sur le terrain. Il a donné des conseils aux joueurs. On le voyait aller sur le terrain. Oui, il était toujours en train de gueuler, mais arrête. Là, non, puis surtout, il est rentré sur le terrain. Alors, déjà, quand il dépasse. Sur le terrain, il n'a pas le droit de rentrer sur le terrain. Bah oui, parce que déjà. Il est gentil, il aurait pu lui mettre un rouge dehors dans les tribunes. Bah déjà, on le voit souvent. Quand il dépasse le rectangle, déjà, c'est compliqué. La zone technique. Bah oui, la zone technique, donc c'est compliqué. Alors lui, il est carrément rentré sur le terrain, il se baladait sur le terrain. C'était impressionnant. Puis personne n'y a rien dit. T'inquiète pas qu'il est expulsé. Hein. Moi, je te le dis. Moi. Oui. C'est sûr. Oui, je pense aussi. Après, c'est vrai que Jean-Marc. Les arbitres, c'est n'importe quoi. Bon, c'est qu'il assume pas sa décision d'avant. Oui. Bah, je pense qu'il a demandé. Bon, ça c'est Jean-Marc Furlan qui le dit. On n'a pas su ce que disait l'arbitre. On n'a pas su si vraiment l'arbitre lui a dit aidez-moi. Je pense quand même quand on est arbitre, on n'a pas besoin d'aide. Après, on prend une décision, on l'assume. Même si on se trompe, ça arrive. Mais au moins on l'assume quand on dit pas aidez-moi. Mais le fait de pas l'expulser, ça montre qu'il l'assume pas, quoi. Exactement. Oui, parce que. Il tire demain soir. Bah c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour gamberger. Il faut tout de suite se remettre dans le bain et puis battre Valenciennes. Valenciennes vient de mettre 4 buts à Lorient quand même. Oui, mais bon, après, la Ligue 2, ça change d'un match à l'autre. Ils sont capables d'en prendre 4 par tour. Attention. Oui, mais ils sont capables d'en prendre 4 à tour la semaine prochaine. C'est la Ligue 2, ça n'a rien à voir. Attention, ils sont dans une bonne dynamique. Oui. Bon, nous aussi, avant cette rencontre, on était dans une bonne dynamique. Aussi, mais la série, toi, elle s'est stoppée. Là. Oui, après, les séries, elles sont faites pour être arrêtées. Elles sont faites pour être arrêtées, les séries. On gagne demain soir, même 1-0, voilà. Mais il faut gagner. Bah oui, il faut gagner. Il faut être plus tueur devant le but, je sais pas, moi. On n'est pas assez tueur devant après, oui, on a manqué de réussite sur ce coup-là, c'est vrai. On perd encore trop de ballons au milieu de terrain. Mais on a quand même les occasions. Et puis Berdych qui renvoie une balle dans l'axe. Jamais on renvoie une balle dans l'axe. Mais là, on touche. Il la renvoie dans l'axe, alors. Berdych, des fois, c'est à la limite. Hein. Bah, disons qu'il il se porte vite vers l'avant, mais après, il faut aussi revenir, quoi. Ouais, mais pourquoi il remet une balle dans l'axe? Après. T'apprends ça à l'école de foot. Jamais tu remets une balle dans l'axe. Tu la dégages en touche. Oui. Il y en a qui oublient après. Attends. C'est vrai que Thiago Silva, hier, il a eu un peu ce genre de ballon, il l'a mis en touche. On a le but, le deuxième, après, avec la connerie à Berdych. Non, c'est vrai. S'il n'y avait pas eu les arrêts de Prévost. Ah oui. C'est vrai. On est tout le temps. De toute façon, on n'a pas une équipe pour jouer dans le haut du tableau, il ne faut pas rêver. Non. Je pense se maintenir, mais pas plus. Bah, disons qu'il faut gagner demain pour être toujours être à peu près dans le bon wagon. Dans les 8 équipes
8 équipes de tête parce que tout est Moi, pour moi, encore serré. on n'a pas une équipe Mais, de haut de tableau. de toute façon, on n'a pas une équipe pour monter, on l'a n'est toujours pas dit. on n'est pas assez costaud. On n'est pas. Moi, je pense que c'est mental encore. On n'est pas assez. Puis, de toute façon, on n'est pas assez tueur devant le but. On n'a pas d'attaquant. Pour moi, on n'a pas d'attaquant. Après, c'est vrai qu'il y a des choix. Il fait tourner un petit peu en ce moment Zedler en attaque. En tout cas, il n'a pas mis Fane Vandriatsima. Il y avait plusieurs choses. Donc après, bon, c'est des choix de. Tousgar, on l'a pas vu, Tousgar, là. Il est Non. puissant, hein. Oui. Non, après, il y a des matchs comme ça. Je comprends pas. Il y a des Encore matchs là, comme il le ça. fait jouer à son poste maintenant, vraiment, devant, en point. Mais... Bah tiens, on va vous donner le groupe. On a le groupe pour demain qui va affronter Valenciennes. Alors, dans les buts, Prévost et puis voilà, le gardien numéro 2, Atizigi. On a Jason Pendant qui sera dans le groupe, Adolphe Tequieux, Michael Alphonse, Jean Ruiz, Patrick Cap, Zakaria Berdic en ce qui concerne la défense. Du côté du milieu de terrain, on a El Hadji Ba, Sofiane Dam, Florian Tardieu, Jean de Fuchs, Florin Béranguet, Marthe Ristel et Florian Martin. Et du côté de l'attaque, on a Thomas Robinet, Johan Tousgar, Aldo Kalulu, Yakou Meite et Faneva Andriatsima. Voilà le groupe qui va affronter... Robinet, encore Robinet. Encore Robinet. Attends. Il peut pas essayer le gosse en CFA, là, le Rosière, il est excellent. Excellent. Tu te rends compte, il va un Robinet sur le banc. Faudra lui dire à l'entraînement. J'ai déjà dit, on a déjà dit tout ça. Oui, puis aussi le jeune, Actas aussi, que moi j'aimerais bien voir. Moi j'aimerais bien voir. Et il veut partir, il en a marre. Moi je. Moi j'ai discuté avec son père, il en a marre. Donc si Peter Zedler m'entend, même s'il prendra pas acte de ce que je vais dire, moi j'aimerais bien voir aussi Actas au milieu de terrain. C'est un jeune joueur très prometteur. Moi j'aime bien ce joueur. Donc au moins j'espère au moins essayer de le mettre sur le banc. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure, là. Après, il y a d'autres joueurs également. Après, bon, c'est le coach qui fait les choix. Franchement, Robinet, je sais pas ce qu'il a de plus que les autres. C'est le coach qui... peut-être qu'il s'est donné plus à l'entraînement, je sais pas. Après, c'est le coach qui fait les choix la semaine. Mais bon, en tout cas, peu importe ceux qui seront dans le groupe, on espère en tout cas on espère une victoire sochalienne dès ce mardi pour justement effacer cette défaite du côté de Brest. Mais on va ouvrir un autre sujet aussi également, un autre dossier quand même avec l'actionnaire quand même. On va en parler, Lionel, de l'actionnaire. D'ailleurs, si vous nous écoutez, vous pouvez réagir au 03 80 50 67 51. Venir vous exprimer en direct à la radio parce qu'on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses, machin. Mais c'est quand même mieux de venir s'exprimer en direct, de dire carrément ce qu'on pense. Ça sera peut-être pas plus de poids, je ne sais pas, mais en tout cas... Comment ? Dans les réseaux sociaux, ils parlent de Romain Peugeot, mais moi, j'y crois pas trop. Oui, après, on parle de beaucoup de choses. Oui, Romain Peugeot, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le petit-fils du fondateur. Comment ? Ouais. Oui. Moi, j'ai un copain, tout à l'heure, il m'a dit, le Chinois, tu verras, il sortira l'argent. Il mettra l'argent. En tout cas, il ne veut pas vendre, ce qui est sûr. Il ne veut pas vendre, donc il a l'argent, il mettra l'argent. C'est que Alors, on passe devant la DNCG, il faut quand même le savoir. Apparemment, la date est sortie. Ça sera le lundi 11 décembre que Sochaux va être auditionné à Paris. Le Chinois, maintenant, il sait comment ça marche. Il mettra l'argent, on est obligé. Là, il n'aura pas le choix. S'il ne met pas l'argent, il est mort. Donc, voilà, quoi. C'est soit il met l'argent et puis bon, le club continue, ou soit il n'a pas l'argent. Et soit c'est à ce moment-là qu'ils vont discuter avec les contrats. Voilà, c'est... Au mois de décembre, ça va discuter pour les contrats. Voilà, à la trêve. Voilà, on va savoir. Alors, c'est vrai, justement, Elia Kenzig, le directeur général, a rappelé, c'était chez nos confrères de l'Est républicain de ce jour, que jusqu'ici, son patron a toujours su faire face. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, il est exclu qu'il arrive le 10 ou le 11 au matin et se présente à la DNCG en disant « Je ne sais pas comment faire ». Il ne s'est jamais comporté comme ça, ce n'est pas son cas ni son caractère. Il a bien compris comment ça marche, la DNCG. Il sait qu'on va lui dire comment, quand et combien. Alors, bon, il est au courant, il sait comment ça fonctionne. Donc, c'est soit il sort l'argent et bon, Sochaux continue tranquillement, ou soit il sort pas l'argent et puis après, le club sera sans doute mis en vente.
Donc, est-ce qu'il y aura un processus de mise en vente? Est-ce qu'il est peut-être déjà engagé à l'heure actuelle? On ne sait pas parce qu'il n'y a vraiment rien de transparent. C'est vrai, comme tu le dis, hein, il y a plusieurs sur les réseaux sociaux. On voit Romain Peugeot qui aurait une proposition du pool Romain Peugeot qui aurait été chiffré à 6 millions d'euros. On ne sait pas si c'est vrai. Bon, on sait pas si c'est une info, oui, comme le rappelle l'Est républicain, à prendre au conditionnel. Hein. à la légère. Donc, oui, c'est vrai que. C'est ce que je veux dire. Et puis Kenzie, déjà, il faudrait qu'il paie son salaire. Lui. Franchement, c'est honteux. Ça. C'est honteux, vrai. Ça. On va sûrement arrêter, hein, avec tous les à côté qu'il a en plus, plus de 145 000 à côté, plus le salaire qu'il a tous les mois de 54 000 ou 56 000, je ne sais plus combien. Alors, en fait, c'est. Olas, je crois, il n'a même pas de salaire là, Olas. C'est ça, en fait, c'est Thomas Lichtenauer d'ailleurs qui le rappelait, qui l'affirmait d'ailleurs, il affirmait lui-même, c'est le directeur général, je crois, Thomas Lichtenauer. On ne sait plus trop qui fait quoi dans ce club, parce qu'il a affirmé qu'il avait découvert dans les colonnes de l'Est républicain le salaire d'Ilya Kenzik, c'est-à-dire 663 087 euros, je fais grâce des 87 euros annuels, dont 145 512 euros d'avantages en nature. Alors autant dire que oui, c'est l'un des plus importants à ce poste, Ligue 1, Ligue 2 confondus, donc c'est quand même c'est assez énorme. Même Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, il ne touche pas ce salaire-là. D'autant que les impôts sont à la charge du club. Ça fait combien de SMIC à PSA, ça? Ça c'est énorme. Toi, les avantages, et puis le gars, tu l'entends pas, il dit rien. Tu l'entends pas, tu te demandes qui fait quoi dans ce club. Alors c'est ce que disait Thomas Lichtenauer. Justement, c'est ce que dit Lichtenauer. Il dit simplement c'est sacrément payé pour quelqu'un qui ne représente pas le club et qui ne fait pas grand-chose. Lâche Thomas Lichtenauer. Donc bon, après il dit aussi. C'est des incapables ces gens-là. C'est des gens-là. Alors, ils doivent foutre le camp. C'est des incapables. Ça. Alors Thomas Lichtenauer revient justement sur l'actionnaire Monsieur Lee. Hein. Il dit tout simplement Monsieur Lee m'a supplié de rester. Monsieur Lee, puis après il revient, il dit Monsieur Lee, j'y croyais jusqu'en mai de cette année. Donc ça montre un peu le gros bordel, on va dire, qui règne en ce moment. Mais bon, en tout cas, on va voir, on sera fixé le 11 décembre hein, si l'actionnaire ne met pas l'argent. Après, il faudra vendre. Après, est-ce que ça sera Romain Peugeot ou un autre, je sais pas. En tout cas, ça serait légitime que ce soit Romain Peugeot qui reprenne le club, le club de la famille Peugeot, ce serait une bonne chose, je pense. Oui, je pense qu'il viendra pas tout seul. C'est un peu le foot moderne aussi qui est comme ça, hein, où il y a de plus en plus un directeur du foot, un manager général, un directeur sportif adjoint, un directeur administratif. C'est fini l'époque où il y avait Jean-Claude Plessis qui décidait d'un peu tout, et les autres se taisaient, faisaient très bien leur travail, là, mais plus dans l'ombre. Le problème, c'est qu'on... C'est un peu ça partout. Le problème, c'est qu'on les entend pas. Mais s'ils connaissaient le foot, c'est pas les incapables qu'on a là, de dirigeants. Après, on te laisse tes propos, Lionel, juge. On te laisse juge de tes propos. Mais... Oui, moi, je le dis, il faut. Non, mais... Les autres, c'est des guignols là, qu'on a là. Il a raison, c'est des gens qui pourraient être directeurs dans n'importe quelle autre société, et qui sont là parce qu'ils ont des capacités soi-disant managériales, mais qui n'ont pas du tout d'affect pour le foot. Surtout, on les entend pas. Voilà, et c'est ça malheureusement dans beaucoup de cas maintenant. Hein. On les entend pas, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas ce qu'ils font. Plessis n'était pas parfait, mais c'est vrai qu'il connaissait son affaire. Quoi. Il était bien, M. Plessis. Et il nous a fait gagner des titres, lui. Hein. Oui. C'est pas ces gens-là qui vont nous faire gagner quelque chose. Hein. Quand il n'était pas parfait, je veux dire comme Aulas, quoi. Oui. C'est un personnage, on aime ou on n'aime pas. Après, Aulas, on aime ou on n'aime pas, mais il est compétent. Il était médiatique, il nous a fait venir des joueurs. On a gagné des titres. Même Cécile de Minibus était venue. Même Cécile de Minibus était venue à ce show, c'est pour dire. Ben oui, c'est vrai qu'avec Plessis, c'était autre chose. C'était pas pareil. Il y avait PSA aussi qui était derrière, faut le rappeler. Hein. Il y avait quand même PSA qui était là. PSA n'est plus là. PSA a vendu le club, il faut quand même le souligner. PSA ne voulait plus de ce show, ça rentrait plus dans les courbes. Hein. On sait tous ce que c'est un petit peu. Donc ça a commencé de là. En fait, Peugeot avait déjà décidé il y a longtemps. Enfin, PSA, je vais pas dire Peugeot parce qu'on va affilier la famille Peugeot. Si on en est là maintenant, c'est la faute de PSA. Hein. Ils ont rendu à n'importe qui. Hein. Je pense qu'ils ont vendu à n'importe qui. Hein. Il aurait fallu vendre à quelqu'un qui était plus fiable. Oui, alors peut-être que Monsieur Lee va peut-être trouver, c'est ce qu'il se disait aussi, qu'il était en train de chercher des investisseurs en Chine ou je sais pas où, mais bon. Après, il faut savoir, comme j'ai déjà dit, on l'avait déjà rappelé ici, que le gouvernement chinois donc, a décrété que tous les fonds qui sortaient de la Chine
allait être soumis à un contrôle encore plus rigoureux et qu'il allait avoir moins d'argent de sortie. Donc, c'est toujours compliqué la Chine, parce que tout l'argent qui sort du pays doit transiter par le gouvernement. C'est le gouvernement qui donne son accord ou pas. Et je crois qu'ils avaient réduit un peu cette manne financière. Bah surtout, PSA n'aurait pas dû vendre parce qu'ils avaient les moyens. On le voit aujourd'hui, ils étaient loin d'être au bord de la faillite, puisque depuis ils ont repris Opel. On voit que tous les dirigeants, tous les actionnaires chinois qui ont racheté les clubs un peu partout, on voit Auxerre. Auxerre, c'est pas mieux, non seulement dans les résultats sportifs, mais même un peu à côté. On voit qu'au Milan AC, on en parlait, c'est pas mieux non plus. Donc en ce moment, la Chine n'est pas, on va dire, c'est pas forcément. Mais Peugeot, en faisant ça, ils crachent sur leur histoire et sur tout ce qui a été construit. Ils crachent sur la région, ils crachent sur tout le groupe qui est quand même viscéralement rattaché au Stade Bonal. Ils crachent sur tout ça. Sochaux, c'était Peugeot. C'est un petit peu lâche de la part de Peugeot d'avoir laissé tomber le FC Sochaux. Ça rentrait plus dans. Comment Tavares, il n'aime pas le foot. C'est Tavares. C'est surtout, il aime bien les cours. Je pense que voilà, Sochaux, ça perdait de l'argent. Parce qu'il faut savoir quand même, à la décharge des actionnaires, un club de foot perd de l'argent, n'en gagne pas. Sauf si on s'appelle. Il a vendu au premier venu, puis terminé. Voilà. Oui, il voulait vendre. Ça perd de l'argent et en plus, il devait passer à l'époque quand même pour un groupe qui était en difficulté, donc qui était un peu pauvre. Donc ça faisait pas bien d'avoir un club de foot. Et se débarrasser de Sochaux, c'était regardez, on fait des économies, on va mal. Oui, puis je pense que tous les ans, ils étaient obligés de remettre de l'argent. Voilà. Il faut dire ce qui est aussi. Ils ont remis. Mais il faut assumer, c'est leur histoire. Oui, ils ont fait partie de leur histoire. Exactement, ils ont pas assumé. Ils ont mis des millions d'euros. Donc bon, au bout d'un moment, il y a un directeur qui a tranché et qui a décidé de vendre le club. Mais bon, je pense que c'était fait déjà bien en amont. Je pense qu'ils avaient déjà décidé bien avant de vendre le club, sauf que c'est sorti à un moment donné. Oui, puis l'annonce a été brutale. L'annonce a été brutale, personne s'y attendait vraiment, personne n'avait trop vu, même la presse, même partout, personne n'avait trop parlé de ça, et c'est arrivé d'un coup, boum. Donc vendre c'est bien, mais il faut aussi choisir son actionnaire, avoir des garanties, et je pense pas que toutes les garanties aient été réunies, on le voit encore maintenant, on sait pas qui fait quoi dans le club. Qui sert à quoi, enfin bref, même les joueurs, il y a quand même plus de 18 joueurs, 17 joueurs qui vont arriver là, qui vont plus avoir de contrat du tout. On ne sait pas trop où on va, et peut-être que ça peut aussi gamberger dans la tête des joueurs, même si c'est des joueurs professionnels, ils vont continuer à jouer au football, bien évidemment, mais ça peut jouer. Il faut pas. Ouais, moi j'espère que ça va bien se passer, parce que sinon, 17 jours. On saura le 11. Le 11 décembre, on saura. Ou allez, le 12 ou le 13, on va dire, le temps que la décision tombe. Mais ils vont pas tous être renouvelés, mais. Non, c'est sûr. Après, renouveler quand même les meilleurs. On peut pas renouveler, on peut pas renouveler tous les joueurs, c'est une évidence. Mais il faut garder quand même un noyau de joueurs pour faire une équipe. Le projet, voilà. Quel est le projet maintenant de Monsieur Lee? De toute façon, depuis que c'est les Chinois, il n'y a pas de projet. Oui, il devait le présenter. Il n'a jamais été présenté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Comme dirait Ben Gouz. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Parce que là, on parle quand même pas de n'importe quoi. On parle du FC Sochaux-Montbéliard. N'importe quelle équipe est soutenue par ses supporters, a certainement sur des radios des gens qui les défendent, tout ça. Mais là, on parle quand même d'un joyau du foot français, quoi. Un pionnier qui a remporté des titres dans les années 30, qui a eu le plus d'années de Division 1 et de Ligue 1. Avant la guerre, il était considéré un peu comme le Real Madrid. Pendant très longtemps. Donc, après la guerre, ça a été un peu plus compliqué. Il fallait faire repartir les usines et tout. Mais avant guerre, il était comparé au Real Madrid, ils achetaient les meilleurs joueurs dans le monde entier. Et le risque. Comment? Je dis c'est loin, on n'était pas. Oui, mais il faut quand même le rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent qu'avant guerre, il était comparé au Real Madrid. Sochaux allait acheter les meilleurs joueurs dans le monde entier. Et puis les épopées européennes aussi. Et après, il a fallu faire repartir les usines. Oui, puis après, il a fallu faire repartir les usines après-guerre. Ça a été, le foot était devenu secondaire. Et il faut quand même le souligner, ça fait partie de l'histoire du club, de l'ADN du club. Et pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est important. Comment ? Ils sont à l'origine de tout au départ. Bah oui, championnat professionnel, premier centre de formation. On est à l'origine de tout, c'est pour ça que c'est un club historique et on sait très bien, pour moi les clubs historiques ne meurent jamais. Après, ils ont des coups de moins bien, ça arrive pratiquement dans tous les clubs. À un moment donné, il y a un moment où ça vacille un petit peu. Mais j'espère en tout cas, si Monsieur Lee n'a pas les reins solides, j'espère que le club sera. Il faut qu'il ait sa place, il n'a pas les reins solides. Sera vendu, oui, sera. Il faudra qu'il le vende, c'est tout. Le tout, c'est de ne pas agoniser en silence. Il faut le vendre maintenant. Voilà.
Oui, c'est pour ça. S'il peut pas, il laisse sa place, c'est terminé, voilà. Exactement, Lionel. Eh ben écoute, on va te laisser, Lionel, en te remerciant. Pas nous enfoncer voilà. Pas nous enfoncer avec lui. Et puis... Après, c'est surtout... moi, je dis ça, c'est surtout pour nous en tant que supporters, parce qu'on aime ce show et tout. Mais c'est aussi pour les gens qui sont au club, les gens qui travaillent. Je veux parler, je sais pas, la boutique du club, la com du club. Enfin bref, même l'intendant, on le connaît très bien. Enfin, tous les gens qui sont au club, c'est ça aussi qui est important de souligner, c'est que le jour où le club tombe, c'est déjà eux qui se retrouvent au chômage. Donc, nous, on sera sans club, c'est sûr. Nous, on sera sans club, ça sera un crève-cœur, ça c'est certain, mais eux seront quand même au chômage, auront perdu leur emploi. Donc c'est ça aussi qui est le plus dur dans tout ça. Et il ne faut pas que ça arrive. Et pour ça, il faut aussi mettre la pression, que ce soit la presse, que ce soit les radios aussi également qui suivent le club. Il faut mettre la pression de partout justement pour ne pas que ça arrive. Et Didier Roustan qui en parle de temps en temps. C'est vrai, avec Anissa Haddadi qui était du côté de France Bleu Belfort-Montbéliard et qui est dans son émission. Oui, c'est ça. Mais tout le monde aime Sochaux, c'est ça. T'en parles partout, Sochaux, c'est connu. Il connaît le foot, Roustan. Oui, puis c'est connu. C'est pas Pierre Ménès. Voilà. Didier Roustan, il a quasiment 40 ans de radio et de télé derrière lui. Tu veux qu'on te repasse le Pascal Duprat tout à l'heure? On fera un montage, on le mettra. On le mettra de temps en temps, on fera une voix off. Bon, merci Lionel, en tout cas, on te remercie beaucoup d'être intervenu. À et puis, demain, Fred. Non, je serai pas là demain, je suis non plus. Je suis d'astreinte en ce moment, donc je peux pas me déplacer à Bonal. C'est compliqué. On se verra la prochaine fois. On croise les doigts. Ah oui, ils vont gagner demain. J'espère. Ah oui, on va s'imposer, tu verras. On en reparle. Allez, merci Lionel, à bientôt. Voilà. On va repartir dans une série, voilà. Bah oui, on va repartir. À bientôt Lionel. À bientôt, ouais. Allez, merci Bye bye. Lionel, à bientôt. Bye bye à toute l'équipe. Bye bye. Bye bye, merci. Bon, ça a coupé d'un seul coup. Bon, on a débordé un petit peu, mais s'il y en a qui veulent nous appeler justement pour nous donner leur point de vue, c'est vrai que ce soir, on va déborder sans doute un petit peu. Et on a Alexis qui va intervenir. Alexis qui va intervenir d'ici peu pour nous parler justement. Il a quelques petites infos à nous donner. Je crois qu'il y avait aussi de la CFA, parce qu'il me semble que la réserve de Sochaux a fait match nul face à l'équipe d'Auxerre, 2 buts partout. Il va sûrement nous en parler. Non, mais c'est vrai, pour revenir à cette histoire de Monsieur Lee, oui, c'est sûr qu'il y a des choses... il y a des choses compliquées, mais c'est vrai, comme on le disait dans le football, oui, il faut trouver un actionnaire, parce qu'on perd de l'argent, il faut pouvoir remettre à chaque fois. Tout le monde n'est pas le Qatar. Tout le monde n'a pas un pays derrière lui, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour trouver des fonds. Après, il faut aussi trouver le bon investisseur, et ça, c'est pas forcément évident, j'espère. Moi, j'aimerais bien que ce soit Romain Peugeot qui vienne à la tête de ce club. C'est un jeune qui est en tout cas à la tête sur les épaules, mais pour ça, il faut aussi des moyens. Mais qu'est-ce qu'il a comme argent, lui? Qu'est-ce qu'il amène il amène quelle société avec lui? En fait, c'est la famille Peugeot. Il faut savoir que la famille Peugeot possède beaucoup de parts dans beaucoup d'entreprises. Elle possède aussi toujours un pourcentage sur les ventes de voitures Peugeot. Et ils sont très impliqués dans PSA Bank. Ils ont quand même de gros moyens. Mais d'après ce que je sais, ils viendraient avec un autre actionnaire qui, lui, aurait beaucoup d'argent, qui aurait déjà investi peut-être en Angleterre. Après, je me trompe peut-être. Après, c'est toujours les rumeurs. Oui, parce que moi, ça m'étonnerait si c'est Romain Peugeot qui vient. Enfin, quelque part, ça ferait comme si on avait perdu 3-4 ans. Parce que ça serait la famille Peugeot qui réinvestirait. Alors, pas directement par le groupe PSA, mais ils ont quand même des activités liées à PSA. Oui. Donc, on aurait peut-être perdu 3-4 ans pour pas grand-chose. Après, ils ont vendu à M. Lee. Donc, si M. Lee n'est pas vendeur, c'est toujours pareil. Tant qu'il n'est pas vendeur, après, est-ce qu'il faut le pousser un peu pour qu'il vende? Mais après, c'est pas dit qu'il se couche comme ça, M. Lee. Oui, exactement. et puis surtout, est-ce qu'il y a Romain Peugeot est vraiment intéressé? Est-ce qu'il reprendrait le club tout de suite derrière? Est-ce que les actionnaires avec qui viendraient ou pas sont fiables? Il y a tout un tas de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Pour le moment, on n'en sait rien. On en saura plus le 11 décembre. On a Alexis en ligne, c'est ça, Fred? Oui, on est en ligne. On va l'écouter tout de suite. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Écoute, ça va parfaitement bien. Alors, tu vas nous parler de quoi ce soir? Dis-nous tout. Sur le week-end des 4 équipes de jeunes socialiennes, donc la Nationale 3, les U19, les U17 et les U15. Hein. Allez, vas-y, bon, t'écoute. C'est des bonnes nouvelles puisque on a gagné 3 matchs et on a fait match nul sur le dernier. Donc
j'ai des bonnes nouvelles. Donc, commençons par parler de la Nationale 3, donc c'est l'équipe réserve. L'équipe réserve qui affrontait la Auxerre, donc un match entre deux très bonnes équipes, que ce soit par leur notoriété ou dans le style de jeu pratiqué. Alors, nous, on avait un 11 en 4-1-2-3, avec Obalo au cage, Salem Mbakata et Nicolas Senzemba sur les côtés de la défense, Senadji et Cap en charnière centrale, Martin François seul à la récup, donc Martin François il était encore capitaine comme d'habitude, Rosier Ristel devant lui au milieu de terrain, et une attaque donc à 3 comme je l'ai dit précédemment, avec Lasme et Actas dans un rôle d'ailier et Glanslin dans un rôle d'attaquant de pointe seul au centre donc. Bah justement, tiens, on parlait de Rosier, justement, on en parlait avec, tout à l'heure avec Lionel. Est-ce que tu penses, toi, qui pourrait, que Peter Zedler devrait l'emmener avec lui, justement, en Ligue 2 enfin, en Ligue 2, aurait pu le convoquer sur le banc, par exemple, demain? Oui, je pense que, comme je le disais ce week-end à des supporters, je pense que c'est le prochain à signer un contrat pro. Je pense, oui. Qu'il a un profil intéressant, il peut jouer à la fois milieu défensif ou défenseur central, il est grand, 1m90, c'est ce que Peter Zedler reprochait à la défense, de manquer de taille et d'être parfois fébrile dans les duels aériens notamment. Oui. Il fait 82 kilos, il est assez physique et il a donc un profil intéressant, que ce soit à la récupération, dans la vision du jeu, dans la qualité de passe. Et ces derniers matchs, il se met à être décisif offensivement, que ce soit en marquant ou en faisant des passes décisives. Il avait fait aussi une bonne préparation, il avait fait le stage en début de saison avec les pros. Je pense que oui, pour moi, ça serait une solution pour Peter Zedler. Peut-être dans un poste de défenseur central, avec la taille qu'il fait, il pourrait être intéressant, je pense. Eh ben, on l'espère. Allez, je te laisse continuer. Donc voilà, au niveau du 11, on a fait le tour. Pour parler du match, donc on va avoir la chance d'ouvrir le score rapidement sur notre première grosse situation, on va dire, à la 7e minute, justement par Rosier. Rosier qui va reprendre un corner d'Axel Actas. Donc ça fait 1-0 très, très tôt. Puis Glenslin va faire le break sur notre grosse opportunité suivante, à la 23e, en suivant une action initiée par Brian Lasme. Alors on ne sait pas si Brian veut frapper ou veut faire une passe. Dans tous les cas, la balle arrive sur Glenslin qui finit l'action, donc ça fait 2-0 en 25 minutes de jeu. Les Sochaliens auraient pu se mettre définitivement à l'abri avant la mi-temps, avec notamment des occasions pour Patrick Cap, pour Glenslin ou pour Brian Lasme. Mais à la pause, on en est donc à 2-0 pour notre équipe. Hélas, on va mal débuter la deuxième mi-temps, avec une réduction du score dès le début de la seconde période, vers la 50e. Ça remet Auxerre en course. Alors qu'on aurait pu, le regret, c'est qu'on aurait pu mettre le 3-0 et plier le match à la mi-temps. S'ensuit des nouvelles opportunités sochaliennes. On reprend, on va dire, le contrôle du match avec le duo Lasme et Glenslin qui a beaucoup pesé devant. On a manqué dans le dernier geste ou buté aussi sur un très bon gardien d'Auxerre, il faut le dire aussi. Ça nous a empêché de faire le break. Et on va pas arriver à se mettre à l'abri, on va pire encore concéder l'égalisation au bout du temps additionnel, à la 94e précisément. Et sur leur dernière situation, j'ai même envie de dire que c'était un contre de la dernière chance. Et au final, c'est comme l'a dit Omar Daf, le regret c'est que c'est 2 points de perdus dans un match qu'on a totalement maîtrisé. Et où on menait 2-0 très tôt justement et on n'a pas su se mettre à l'abri. Et donc au classement, c'est préjudiciable puisqu'on redevient deuxième à égalité de points avec le DFCO, donc 26. Mais on est désavantagé par la différence de but. On a plus 13 et Dijon a plus 24 notamment. Donc c'est dommage, surtout que Pontarlier a 2 matchs en retard sur nous et ils peuvent nous passer devant s'ils font 2 victoires. Donc c'est pas une très bonne performance au vu des efforts fournis par l'équipe ce samedi. Pour parler après des U19, une meilleure nouvelle, c'était la même confrontation, Sochaux-Auxerre, encore à domicile. Donc même match, 2 équipes très joueuses, 2 équipes avec un style de jeu assez offensif. Auxerre qui a la meilleure attaque du groupe, Sochaux a la meilleure défense, mais Sochaux a été un peu désavantagé en ce début de saison du fait qu'ils avaient beaucoup de deuxième année absents, blessés. Donc on avait notamment dans ce 11 les retours de Gaëtan Beuve et de Luther Archimède, justement, donc c'est les joueurs deuxième année offensifs que je parlais. Pour compléter le 11, on joue en 4-3-3 avec Bermond Cache qui faisait sa première titularisation, Nsakala ou Harold Kuntz Lacroix en défense, une Bedenstock au milieu avec Mjaziri,
Et devant, on avait Barriquier et Le Sueur qui donc complétaient les renforts de Archimède et Beuve qui étaient venus apporter de l'expérience. On va encaisser un but rapidement à la 5e sur la première frappe d'Auxerre. C'est une action qu'au début, j'étais pas forcément inquiet, elle paraissait assez anodine. Et c'est une faute de main de notre portier Bermond qui va donner l'ouverture du score. Bon, je lui en veux pas spécialement parce que c'est son premier match, c'est son premier arrêt. C'était le premier arrêt à faire, donc c'est jamais passé pour un gardien. Alors ça a été difficile pour lui ce début de match. J'espère qu'il va bien s'en remettre parce qu'après il a été costaud, on va le revoir après. Sochaux va pousser les 20 minutes d'après. Logiquement, ils vont vouloir égaliser. Auxerre va rester un peu derrière. Et Auxerre va mieux finir la première période, mais c'est justement sur ce que je pensais à un temps fort d'Auxerre que Sochaux va réussir à égaliser. On va égaliser dans le temps additionnel à la toute dernière minute. On était à la fin du temps additionnel par Archimède sur un coup franc d'Edenstock. Archimède qui m'avait fait bonne impression. Ça avait été le meilleur Sochaux sur la première période, selon moi. Donc à la mi-temps, on en est à 1-1. Auxerre va manquer un face-à-face, justement, dans le début de la seconde mi-temps. C'est, comme l'a dit le coach d'Auxerre, c'est le tournant du match pour lui, je pense aussi. Parce que derrière, on va marquer derrière, justement, sur l'action. Et à l'heure de jeu, on va mettre le deuxième. Donc c'est un corner d'Isaac Nbedenstock, coupé par un Auxerrois dans son propre but. Donc ça fait 2-1 pour nous. Comme prévu, Auxerre va pousser sur la fin du match, mais sans réussir à marquer. Donc c'est une belle performance qui nous permet de revenir à la 8e place avec 17 points et une différence de but de +8, 17 buts pour contre 9 buts contre. Mais c'est surtout une bonne performance parce qu'on n'a pas été vraiment mis en danger, enfin énormément mis en danger par la meilleure attaque du groupe qui est Auxerre. On a montré notre solidité défensive et notre sérieux. On prend un but évitable, mais on a été vraiment costaud. Et offensivement, on réussit quand même avec 2 buts à cette belle équipe d'Auxerre. Donc encourageant pour la suite. Côté U17, un déplacement compliqué. On joue à Reims ce dimanche. Alors pour ce match, un 11 en 4-4-2 avec Galvez Diarra au cage, Cousso, Géoni, Diane, Adi en défense. Devant, on retrouve Ndiaye, Jazoug, Agoum, Pélissard, Gerko Sandia, Soumaré. Un match où c'est un match pas facile parce que Reims, ils ont du mal dans ce groupe. Je les voyais dans les favoris, mais ils ont du mal, ils sont dans la moitié de tableau pour parler d'eux. Et forcément, c'est une équipe qui, devant son public, nous a posé des difficultés, ils étaient bien en place. C'est un match qu'on va quand même prendre en main correctement. On va ouvrir le score par Gerko Sambia sur un service de Pélissard. Jazoug va faire le break sur un service de Soumaré avant que Gerko Sambia s'offre un doublé sur un service d'Agoumé, pas de surprise. Donc c'est un match qu'on a vraiment bien maîtrisé. On a été assez réaliste offensivement et défensivement vraiment, vraiment costaud. Donc c'est un match où je ne nous voyais pas maîtriser aussi facilement, mais c'est très encourageant parce que ça nous permet de revenir à la 6e place avec 20 points, une différence de +8, 24 buts pour contre 16 buts encaissés, et c'est vraiment bien parce qu'on était un peu en manque de confiance en U17. Donc c'est un succès qui fait du bien. Et pour les U15, on va finir sur une bonne note avec une victoire 4-0 à Monceau, donc dans un déplacement. Les U15 ils sont en course pour la première place avec justement le DFCO. Donc c'est un succès important. Pour parler du 11, on est en 4-2-3 avec Samy au cage, Galvez, Tantina, Loacho, Griot en défense. Le reste, pas de surprise. Adjaka et Delphis en milieu plus profil défensif, on va dire. Une ligne de 3 devant eux avec Camara, Bernabeu, Rapoul et Sanchez seul en pointe. Un match où je nous ai trouvé, comme l'a dit Eric Boniface, et il a raison de le dire, même si on a gagné 4-0, c'était pas les... D'habitude on fait mieux, on va dire. Le score est très flatteur, certes, mais on a manqué de maîtrise, comme il l'a dit. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, on s'est mis parfois en difficulté alors que c'était évitable. Mais après, c'est vrai que ça nous a pas porté préjudice, donc on ne pourra pas recommencer évidemment. Mais c'est vrai que on voit quand même cette équipe est vraiment, j'ai envie de dire, à sa place en tant que leader, puisqu'on est leader, mais elle est à sa place parce que même quand ils font un match où ils jouent pas, on va dire, ils jouent pas au niveau qu'on les attend, et ils arrivent quand même à mettre un gros score dans un déplacement. Donc pour parler des buteurs, Rafoul s'est offert un doublé. Delphis a inscrit un but qui lui a été accordé. Il y avait une hésitation à savoir si c'était un contre son camp ou à Delphis. Le coach pensait que c'était un contre son camp, mais au final, ça
Triadelfi. Et Matteo Sanchez, notre attaquant de pointe, a inscrit le dernier but. Au classement, donc comme je l'ai dit, on est premier avec 21 points, une différence de plus 39. Donc on a 41 buts inscrits pour 2 encaissés. Et Dijon a le même nombre de points que nous, donc à savoir 21. Mais cette fois-ci, et pas comme en National 3, ils ont une moins bonne différence de buts que nous. Parce qu'eux, ils ont que plus 21 et nous, on a plus 39. Eh ben merci. Pour, le point. Eh ben merci Alexis pour toutes ces précisions et on se retrouvera normalement la semaine prochaine si tout va bien. Oui, c'est ça. Hein. La semaine prochaine pour les matchs qui auront lieu ou pas ce week-end, ça va être encore compliqué. Enfin, quoi que c'est la Coupe de France ce week-end. Hein. Donc, le week-end de prévu, il y a les U19, les U17 et les U15. Chez nous, la réserve ne joue pas comme tu l'as dit, le week-end de Coupe de France. Mais je pense qu'après, ça va dépendre aussi du temps parce qu'on est dans une période où les matchs de jeunes sont pas mal repoussés dans le coin. Oui, alors ça va dépendre aussi du temps. Nous, on en a déjà quelques-uns de repoussés. On a eu les U15 et les U19 il y a le week-end dernier ou il y a 2 week-ends, je sais plus trop. Donc là, c'est vrai qu'on est dans les moments où c'est assez compliqué de jouer en jeune du côté de Sochaux. Quoi. C'est vrai que c'est pas évident sur toute la Franche-Comté et la Bourgogne aussi également. Je suppose que c'est un peu les mêmes problèmes. Eh ben, on te remercie Alexis. On te remercie Alexis et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Bonne semaine à toi. C'est ça, et bonne semaine et à lundi prochain. Allez, à lundi prochain. Allez, on va juste vous donner le programme de la journée de Ligue 2 qui aura lieu déjà ce lundi. Hein. C'est la 17e journée. Ce soir, il y aura Reims-Auxerre à 20h45. Ce mardi, il y aura Nancy-Le Havre. Hein. Tous les matchs auront lieu à 21h. Hein. Sochaux-Valenciennes, on le rappelait. Lens Ajaccio, l'AC Ajaccio, pas le Gazélec, Châteauroux Paris FC, Clermont Foot Brest, Lorient Nîmes, Quevilly Tours, Gazélec Ajaccio Niort et Bourg-Péronnas Orléans. Bon Fred, tu nous as préparé un petit quelque chose ? Je voulais dire à Alexis que le prochain match de la réserve c'était à Louan-Cuiseaux dans 15 jours. Donc. Et puis est-ce que tu nous as préparé un petit quelque chose là de National 2. Bon, allez, vas-y, on t'écoute. Pour les résultats régionaux, Jura Sud en National 2, Jura Sud s'est incliné à Saint-Priest 2-1. Et Belfort a fait match nul à Isère 1-1. Entre parenthèses, les Belfortins les retrouveront ce week-end en Coupe de France. C'est vrai, ils vont les retrouver en Coupe de France. On du espère côté que de l'Auvergne, puisque c'est dans l'Allier, à côté de Moulins, Isère. On espère que les hommes de Maurice Goldman vont se qualifier. Oui. Alors, au classement de cette National 2, Jura Sud est 7e avec 17 points et Belfort est 9e avec 16 points, donc un point de retard sur Jura Sud. Allez, on enchaîne sur la National 3, c'est ça ? National 3 avec déjà des matchs remis samedi, donc avec déjà le Racing Besançon qui devrait recevoir Jura de Loie. Le match est normalement reporté à samedi prochain à 18h, si le temps le permet. Je suis pas sûr que... D'après la météo, ce n'est pas fameux. Il annonce la neige cette semaine, donc ça va être compliqué, je pense. Match entre Pontarlier et Guignon a été reporté également en raison de la neige. Puis normalement, le match, je ne sais pas quand le match aura lieu. On verra, oui. On suivra ça avec grand intérêt. Au niveau de la météo, ce n'est pas fameux non plus. Ce n'est pas bon non plus. Ah non, ça va être compliqué ce coup-là. On rentre dans l'hiver, là, petit à petit, on y arrive. Ouais. Faut passer le temps devant le biathlon, devant l'équipe. Et puis les 2 matchs qui concernent les clubs bisontins, à part Sochaux-Auxerre, ça c'est pas les bisontins, ça. Non, j'ai dit les clubs franc-comtois. Voilà, les clubs franc-comtois. Je ne reviens pas donc sur Sochaux-Auxerre. Non, il en a parlé, Alexis. Donc le SC Clémenceau et Saint-Vite ont fait match nul, 1 but partout. Le match qu'on est allé voir samedi soir. On est allé voir avec une très belle équipe du Clémenceau-Besançon. On a eu plaisir à suivre cette rencontre. C'était un petit peu plus dur pour cette équipe de Saint-Vite qui était un peu plus dans le dur. On sent que la défaite la semaine dernière 3-0 du côté de Saint-Vite a dû trotter un petit peu dans les têtes, mais ils ont su égaliser sur penalty en fin de match. Mais une très belle équipe du Clémenceau. Et puis le Besançon Foot s'est imposé hier à Quetigny 2-1. Hein. Et ça. Je sens que le Besançon, à 10 contre 11 pendant une bonne heure. Donc ça reste une belle performance à 10 contre 11. C'est jamais évident, mais on dit toujours que par moment, des fois c'est plus facile de jouer à 10 qu'à 11. Et on l'a vu même avec Sochaux à Brest, parce que Sochaux jouait bien à 11 contre 11. Dès qu'ils sont passés à 10, Brest, ça a été plus compliqué. Comme quoi. Alors, quant au classement, c'est toujours Dijon en tête avec 26 points, égalité avec la réserve du FC Sochaux. Au 3e, le CA Pontarlier avec 22 points. Le Racing Besançon est 6e avec 17 points. Celui du Besançon Foot 7e avec 16 points. Saint-Vite et Jura de Loie, Saint-Vite est 8e avec 14 points.
Jura de Loire est 9e avec 13 points. Et puis le Clémenceau toujours bon dernier avec 2 points. Ils ont 4 points de retard sur Quetigny. Eh oui, ça va être chaud ce prochain National match, 3. ce sera dans 15 jours. Puisque donne-nous les prochains matchs, mets-nous un peu l'eau à la bouche. Le CA Pontarlier, normalement, devrait jouer contre Morteau-Molbon en Coupe de France. Ça va être un sacré derby dans le Haut-Doubs. Ça va être un sacré derby. Si le temps le permet, bien sûr. Dommage que je sois à l'astreinte, sinon je serais allé faire un petit tour voir ce derby parce que ça va claquer du protège tibia, non? Oui, c'est vrai. Et dans 15 jours, je pense que nous irons voir le derby byzantin entre le Besançon Foot et le Clémenceau. Je pense, oui, en tout cas, j'espère qu'on sera. Moi, de mon côté, j'irai du côté du stade Jean-Laville à Guignon pour voir le Racing moi, jouer. j'irai voir le Besançon Foot face au Clémenceau. Ça va être un match avec grand intérêt. Le CA Pontarlier ira à la réserve de la JOCR. La réserve de FC Sochaux, j'y reviens, je viens d'en parler, donc se déplacera à Louan-Cuiseaux et Jura de Loire recevra Dijon. La réserve de Dijon. T'as tout dit? Tout est dit? T'as oublié le handball quand même, parce que c'est bien beau le foot, mais il y a aussi le handball. Bon, le SBF est un petit peu en vacances, mais tu peux lire, il y a l'affiche. D'ailleurs, on peut la montrer si tout le monde veut la voir. Voilà, GBDH Nice, ce sera donc, allez, je te laisse faire, le vendredi 1er décembre, c'est-à-dire ce vendredi. À 20h15 au Palais des Sports Gagny-Yalouz. Donc, Gagny-Yalouz, pardon. Gagny-Yalouz, oui. Gagny, oui. T'es qui c'est Gagny-Yalouz? Oui, non. Oh, il sait plus. Bon, allez, je te ferai un cours. On ira voir son palmarès sur Wikipédia. Le GBDH recevra l'équipe de Nice. Oui, au Palais des Sports, Gagny-Yalouz, ce sera ce vendredi, donc, comme le rappelait Fred, 1er décembre à 20h15. Alors, il faut savoir que le GBDH a fait match nul le 28 partout, c'était du côté de Nancy, du Grand Nancy. Donc, et puis, il affrontera une grande équipe en Coupe de France. Il s'agit de Chambéry. Oui, ça sera le 17 décembre, un gros match à Besançon. On y sera, sûrement, plus que sûrement même. Ça sera le match de Coupe de France, les 32e, ça sera face à Chambéry, club historique également du handball, et ça va être un beau match, donc j'invite tout le monde déjà peut-être pas à prendre ses places, je sais pas si elles sont déjà en vente, en tout cas ça va pas tarder à venir la semaine prochaine, à venir déjà ce vendredi 1er décembre à voir ce que c'est que le handball, parce que match de championnat de l'année au Palais des Sports compte tenu de la date sur les deux derniers. Non, je crois qu'il y en a. Ouais, si. À domicile. Non, je parle à domicile. Je regarderai, mais j'ai pas fait attention au calendrier. Mais en tout cas, ce vendredi, il y a un match. Donc, si vous ne connaissez pas le handball, on a quand même deux excellents clubs sur Besançon. On a le GBDH qui joue en 2e division. On a les filles de l'ESBF qui jouent quand même en 1re division. On a aussi Palan-Torchamps, il faut le souligner, qui fait aussi un bon championnat. Et il faut aller voir aussi les garçons. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que le handball, vous avez envie d'aller voir, allez-y. En tout cas, les places ne sont pas trop chères, les places sont très abordables. Et puis Besançon est une ville de handball également. Donc il faut aller voir ça, aller encourager les garçons qui sont pour le moment 11e au classement avec 7 points. C'est une saison pour le maintien, bien évidemment, avec un grand entraîneur, on peut le dire à sa tête, Alain Porte. Quand même médaillé d'or en 92 au JO de Barcelone. Ancien sélectionneur de l'équipe féminine. Oui, exactement. De l'équipe de France. Plus de 300 matchs, 250 matchs en équipe de France. Enfin bref, c'est un gros palmarès. Et c'est très bien en tout cas qu'il soit à la tête aussi de cette équipe byzantine. Non, mais pour ça, il faut aussi du monde au Palais des Sports. Il faut les encourager. Et puis, GBDH Nice, ça sera ce vendredi 1er décembre. Moi, j'ai un petit mot sur un sport encore moins connu, et pourtant il est plus pratiqué dans le monde. C'est le hockey sur gazon, le hockey en salle. Vas-y, dis-nous. Pour souligner la belle performance quand même de l'équipe de Besançon, c'était lors de la journée de championnat loisirs mixte, parce que c'est un sport qui est mixte aussi, et donc ils étaient du côté de Valence dans la Drôme, et ils ont fait 2e le HCB, le hockey sur gazon Besançon. Alors ils les ont appelé HCB, c'est pas HCB, mais bon, si, c'est le Hockey Club Besançon. Je sais jamais l'ordre des lettres, mais bon, en tout cas voilà, c'est le Hockey Club Besançon. Oui, on s'était déjà intéressé au hockey, j'étais même venu voir. Ouais, c'est sympa. C'était pas le hockey que j'étais venu voir, non, c'était c'était le hockey. Si, c'était le hockey en salle. Ah, le hockey en salle, voilà, c'est ça. Ouais, c'était sympa. C'est assez rapide, c'est physique, c'est assez spectaculaire, il y a pas mal de buts. Et donc, ils ont fini 2e derrière Forez, donc club de Saint-Etienne. Ils sont très très forts, qui a marqué 14 points. Besançon en a marqué 13. Alors, c'était une entente Besançon-Dijon, parce que pour constituer une équipe, voilà, c'est compliqué. Donc, on fait avec les Dijonnais, surtout que le club de Dijon a été monté à partir de joueurs qui ont commencé à Besançon, mais il commence à y avoir de plus en plus de licenciés. Il y a des gens qui viennent, qui prennent la relève, donc n'hésitez pas, c'est tous les lundis
à la Malcombe de 20h à 22h, à Torcol, pardon, au stade, au complexe sportif Torcol de 20h à 22h, et le mercredi pour le hockey sur gazon, 20h, 22h donc à la Malcombe. Je crois qu'ils adaptent un petit peu là avec l'hiver, ils vont un petit peu, ouais, ça va être un petit peu plus court. Voilà, donc ils ont fait 4 victoires, un nul, une défaite, le HCB Dijonais, deuxième du tournoi, donc c'est chouette. Bah c'est bien, on viendra filmer un de ces quatre, hein, Fred. Il est en train de s'endormir avec son micro. Eh ben, y on aura a la l'impression journée- qu'il a une glace à la main, non? Glace orange, c'est quoi? Quel goût ça? On vous tiendra au courant. Il y aura la journée donc de ce championnat à Besançon. Je crois que c'est en décembre, il me semble. Je vous redirai tout ça. Il faudra qu'on regarde que les dates se télescopent pas parce que entre le foot, le hand. C'est décembre ou janvier, mais c'est bientôt. On a une fin d'année assez On chargée. va bientôt on peut acheter dire, une caravane. On va bientôt acheter une caravane et puis on. On va suivre on va le dormir FCSM dedans. à l'extérieur avec Ouais. une caravane. Ah bah j'aimerais bien, oui, si vous voulez le FCSM à l'extérieur, ça pourrait être sympa. Après, là, il y a des Mais, matchs sur toute la journée, hein, vu que c'est en mode tournoi, c'est pas juste un match, donc il y a moyen. Oui, non, on viendra filmer quelques images. Tu nous redonneras justement les dates. Avec plaisir. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la question, non? Il y avait peut-être quelques interviews. Après, je sais pas si on a le temps de les passer, ça va être compliqué. 53. C'est ça, Non, je crois qu'il y a l'émission de Rachid Ayani qui commence dans quelques minutes. On vous les passera la prochaine fois. C'était du foot féminin parce qu'on est allé Il y en voir, a une qui est courte, celle de Roland Janin peut-être. Allez, bon, on va passer celle du. Alors, pour tout vous expliquer, on était hier du côté du stade de la Malcombe pour le championnat régional 1 féminine. Il y avait un match entre le Racing Besançon et l'US Saint-Vite. Le Racing Besançon est une équipe qui se reconstruit avec beaucoup de jeunes joueuses. D'ailleurs, Roland Janin en parle très bien. Et on va l'écouter justement. Et l'US Saint-Vite avec l'entraîneur Mehdi Kawel, l'US Saint-Vite qui a déjà un palmarès, qui va jouer les premiers rôles cette saison dans ce championnat. Mais on va écouter Roland Janin qui nous a accordé un entretien à la fin de cette rencontre. Voilà, ces deux interviews, vous pouvez les retrouver, les deux interviews, de toute façon, sur la page Facebook de Soyons Sport. Ouais, c'est ça. La page, c'est Fred Sochaux, parce qu'on n'a pas encore. On va bientôt peut-être changer le nom, je vais voir. Et juste pour vous dire que l'entraîneur, il y a Roland Janin, mais il y a également aussi Jean-Claude Hagenbach, qui était l'ancien entraîneur des gardiens de Sochaux. Janin, qui est un des entraîneurs de l'équipe féminine du Racing Besançon après la défaite face à Saint-Vite 4-0. Quelle analyse on peut faire à chaud de cette rencontre? À chaud, c'est qu'on a quand même pas mal subi. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, sauf un peu en deuxième mi-temps. En première mi-temps, aucune occasion. En deuxième mi-temps, on s'est quand même créé 2 ou 3 occasions. Mais bon, c'est logique pour l'instant. C'est logique. C'est une équipe de Saint-Vite qui joue les premiers rôles dans ce championnat aussi également. Voilà, c'est ça. Saint-Vite joue les premiers rôles. Nous, on est en train de reconstruire depuis 2 ans avec des jeunes. Voilà. Donc là, on est une équipe qui est très jeune. Elle doit avoir quoi, 20 ans de moyenne d'âge, maxi. Et avec un nouvel entraîneur, Jean-Claude Hagenbach, qu'on a bien connu du côté de Sochaux, qui était l'ex-entraîneur des gardiens du FCSM. C'est tout nouveau aussi pour lui, j'imagine? Pour lui, c'est tout nouveau, puis pour les filles aussi, puisque bon, il amène beaucoup de rigueur, beaucoup de... Comment dire de la rigueur, quoi. Surtout ça, il est surtout très, très droit dans ce qu'il demande et tout. Donc automatiquement, ça change aussi un peu pour les filles qui n'avaient pas l'habitude d'avoir un entraîneur aussi... comment dire, je ne sais pas trop le mot, ça fait un aussi rigoureux, quoi, voilà. C'est sûr, mais après il faut que le groupe assimile aussi tout ça, surtout si c'est un groupe assez jeune. Oui, c'est un groupe très jeune, je vous dis, 20 ans de moyenne d'âge, maxi. Donc il faut le temps qu'elles apprennent, qu'elles sachent, qu'elles voient, qu'elles assimilent exactement ce que Jean-Claude, et voilà quoi. Qu'est-ce que sont les difficultés dans le football féminin? Est-ce qu'il y a assez de joueuses, par exemple au Racing Besançon? Est-ce que c'est facile d'attirer? Donc là, je vous dis, ça fait 2 ans qu'on construit, 2 ans qu'on a du mal quand même à attirer un peu, mais bon, on a la relève qui arrive derrière, on a des U15 qui sont pas mauvaises, on a des U18 là, qui ont fini première de leur championnat à automne. Donc là, il y en a encore 4 qui jouent avec nous aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, c'est au niveau senior qu'on a un peu de mal à attirer, mais je pense que ça va revenir. Il faut le temps d'encore une image d'un moment donné où c'est qu'on n'était pas trop fair play, pas trop un peu râleur sur le terrain. Donc il y a encore cette image-là qui traîne un petit peu derrière, donc on essaye d'effacer. Et puis quand on aura bien effacé, je pense que ça pourra repartir. Alors il y a eu un tirage en Coupe de France, vous allez affronter le FC Lyon, comme Saint-Vite va affronter le FC Chéran, je me trompe.
Un petit mot sur votre adversaire, vous le connaissez un petit peu? Pas du tout. Je connais un petit peu parce que je suis allé voir dans le district du Rhône, parce qu'ils sont en district. C'est quand même une équipe qui a 6 matchs, 6 victoires, 55 buts marqués, 1 but encaissé. Donc je pense que c'est du costaud. Et puis je pense qu'il doit y avoir des filles que l'Olympique Lyonnais ne garde pas, qui doivent aller signer là-bas. Donc je pense que ça va être dur. Mais on va tout faire pour se qualifier et puis essayer d'avoir une D1 au mois de janvier. C'est ça qui est important aussi également, c'est d'avoir une grosse affiche à Besançon pour justement faire parler aussi du club. Voilà, à Besançon pour faire parler, et puis comme il y a eu il y a 4-5 ans, on a eu Saint-Etienne. Et il y a eu Lyon qui était venu à Pontarlier il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc ça amène du monde et puis ça fait parler du foot féminin. Alors, prochain match en championnat pour le Racing, c'est normalement, c'est dimanche à Pontarlier, mais bon, vu le temps... ça sera remis. Voilà, je pense que ça sera remis. Donc, le prochain match, ça sera la Coupe de France. Et après, ça reprendra le 25 février. En tout cas, on vous remercie Roland Jeannerin. On se souhaite une bonne suite pour le Racing Besançon qu'on viendra encore également suivre pour les différentes rencontres. Merci beaucoup. Merci. Eh bien oui, c'était le Racing Besançon. Oui, c'est sûr qu'à Pontarlier, ça va être compliqué ce week-end. Mis à part si on met des raquettes et tout. Mais bon, c'est moins évident de courir en raquettes. Donc ça va pas être simple. En tout cas, on souhaite au club... Il y a un bruit de fond derrière. Il y a une autre vidéo, non? Oui, il y a la suite. C'est des joueuses qui sont en train de jouer. Voilà. C'est le résumé du match, le résumé du match d'hier. Oui, j'en étais où moi? Oui, je parlais du Racing Besançon avec nos 3 clubs engagés en Coupe de France. Donc le Racing Besançon qui ira jouer du côté du FC Lyon. On a également l'US Saint-Vite qui ira jouer du côté du FC Saint-Chéran. Voilà, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Et on a aussi l'AS Châtenois qui est un club du district Belfort, il me semble, de Belfort, qui joue dans le même championnat. Hein. Oui, qui joue dans le même championnat. Je crois que c'est Châtenois, oui, c'est du côté de Belfort. Non, je me trompe ou c'est en Bourgogne? J'ai un doute là, tu m'as mis le doute. Bon, allez Fred, tu vas vite regarder ce que c'est, Châtenois. Ah, tu connais ça, Chéran. Hein. Tu connais. Oui, donc on espère... Ah oui, c'est pas pareil. Bon, tu me diras, il fait aussi froid, non? Oh, il doit pas faire chaud non plus du côté d'Albi, à mon avis, non? Il fait peut-être plus frais à Albi-sur-Chéran qu'à Albi dans le Tarn. Ah bon, tu penses? Tu penses? Oui, c'est ça, l'US Châtenois-les-Forges même. L'US Châtenois-les-Forges, c'est voilà, c'est dans le territoire de Belfort. Donc on souhaite bien sûr à nos 3 clubs franc-comtois de se qualifier et de tirer une D1. Une D1, c'est bien une D1. On avait été voir Saint-Etienne. Moi, j'étais voir Saint-Etienne contre le Racing. Et j'avais été voir les filles contre les filles de l'Olympique Lyonnais contre Pontarlier. Et c'était assez sympathique. D'ailleurs, elles avaient tout laissé. Shorts, chaussettes, chaussures. Elles étaient reparties pieds nus d'ailleurs. C'était quoi le score? Ça avait fait mal. Hein? Oh, ça avait fait mal. C'était 20 à... je sais plus, peut-être à 2, non 20-0 je crois, ou 22, enfin je sais plus. Un score énorme, mais enfin, ce qui avait été sympa, c'est que toutes les joueuses à la fin du match, il y avait Camille Abili qui avait... je me rappelle d'une scène, voilà. Camille Abili est dans le vestiaire, enfin est dehors, dans le couloir, et il y a une des joueuses de Pontarlier qui vient la voir, puis en lui disant vous n'avez pas encore un short ou les chaussures de Lotta Chéline, voilà, donc qui est comment on va dire l'alter ego de Zlatan Ibrahimovic féminine. Et Camille dit écoute, je sais pas, je vais aller voir dans le vestiaire si elle a encore s'il y a ses chaussures ou pas. Et puis alors là, magie, elle revient, elle a la paire de chaussures à la main. Je te dis pas, la gamine était pratiquement en pleurs et elles ont tout laissé, shorts, chaussures. Et là, je me suis dit franchement, chapeau, parce qu'on voit pas ça partout. Et c'est vrai qu'ensuite... même pour les photos, tout, elles ont été super sympas. En tout cas, c'est pour ça que je m'intéresse aussi au sport, au sport féminin, au foot féminin, et je trouve ça très bien parce qu'elles s'entraînent pareil, il faut le dire, elles s'entraînent pareil. Ce sont des athlètes, c'est la même chose. Donc l'entraînement est exactement le même, et les conditions aussi également. Je crois qu'on a fait le tour, non? Je pense. On a été assez complet. Vous n'avez plus rien à dire, c'est fini? Non.
terminé. Eh bien, écoutez, on se retrouve lundi prochain pour débriefer les différents matchs qui auront lieu. Il y aura eu la Coupe de France, car Sochaux va se déplacer du côté de Saint-Louis-Nevègue. Ça sera à 16h ce samedi et non pas 17h. Hein, attention, ça a été avancé, d'une heure. Alors après, est-ce qu'il aura lieu ou pas, on ne sait pas. Mais je pense, les matchs de Coupe de France, les terrains sont bien nettoyés parce que ça coûte assez cher de les remettre. Donc Sochaux sera là-bas et on fera un débrief ce lundi soir, peut-être avec un joueur, on verra. On verra qui on pourra avoir. Et peut-être des cadeaux aussi pour Noël, parce que je viens de lire un super livre et il faudra qu'on en parle. C'est les footballeurs révolutionnaires qui a été fait par les équipes des Cahiers du foot. Et c'est vraiment très 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 bien. Donc si on peut avoir Julien Maumont des FR Sport des fois pour parler de ce livre, c'est vraiment un bijou. Je te le prêterai, Fred. Tu vas te régaler. Ça marche, il n'y a pas de souci. On est preneur de parler de tout ça. Bon, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine sportive et une bonne semaine tout court. Et puis, on se retrouve lundi prochain. Ouais. Même lieu, même heure. Et mercredi pour la chronique BD. Et voilà, mercredi avec... je crois que tout est dit. Heureusement qu'on est là. Oui. Il n'y a plus personne, c'est ça le problème. Il va falloir que M. Dahan embauche un petit peu, là. Il y a de moins en moins de monde, là, non? Allez, ce sera bientôt des voix off, peut-être. Non? Toi qui vas faire la voix off, Fred? Peut-être pas. Bon, allez, messieurs, bonne soirée à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne semaine. Et puis surtout, n'oubliez pas, allez, Sochaux!